Que j'ai deux filles qui ont 19 et 22 ans, donc maintenant elles me parlent à nouveau, parce que maintenant que je suis redevenu youtubeur, je suis devenu un mec intéressant pour elles, quoi. Ils ont l'impression que moi je suis à droite, mais en fait c'est eux qui sont juste partis à l'extrême gauche. Ils sont juste partis en couille surtout. Ouais, et partis en couille totale. J'avoue qu'il n'y a pas plus connecté à la réalité qu'un entrepreneur, au contraire, qui connaît en fait tout, tu vois. Je crois que le journaliste, c'est, après le politique, certainement la personne en qui les gens ont le moins confiance. Nous on est des entrepreneurs, on prend la parole, on fait du contenu, les gens ont confiance, ils nous écoutent. Et on fait des audiences qui sont... digne de certaines télévisions. Bon, abonnez-vous, merde. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on doit faire ce podcast? Je pense on que se court après. Ça fait au moins 6-8 mois, mais en même temps, t'es un peu tout le temps à San Francisco. Moi, aussi, j'habite à Bordeaux. Quand tu viens à Paris, moi, j'y suis pas. Quand je viens à Paris, toi, t'y étais pas. Et là, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai eu ce créneau de cette journée que je devais pas faire. Et puis, en fait, toi et Kevin, que tu as croisé là juste avant, vous êtes les deux premiers que j'ai vus sur Instagram et qui font partie un peu de ma shortlist et tout. Et je vous ai dit, est-ce que tu es libre là? Oui. Est-ce que tu es libre là? Oui. Allez, enfin, on peut le faire, quoi. Et cool, là, we did it. Yes. Et là, du coup, ce qui est embêtant, c'est que dès que j'ai eu une demi-heure de retard, et en plus, ça fait une demi-heure qu'on papote podcast, on a production. on a déjà fait le podcast. Et là, je me dis, putain, il faudra peut-être qu'on a pu s'enregistrer parce que là, il va falloir qu'on répète tout, quoi. Non, restez avec nous, ça va être absolument énorme. Parce que si on arrive à ressortir tout ce qu'on s'est dit, on va réussir. En plus, franchement, on a le time parce qu'on a quand même on a plus d'1h30, donc en vrai, on est largement dans ma moyenne. Déjà, qu'est-ce que tu fais à Paris là? Je suis à Paris parce que maintenant, je suis devenu un youtubeur officiellement. C'est ça, on est en train d'en parler là. Voilà, et c'est génial parce que j'ai deux filles qui ont 19 et 22 ans, donc maintenant elles me parlent à nouveau. Parce que maintenant que je suis redevenu youtubeur, je suis devenu un mec intéressant pour elles, quoi. Parce qu'avant, j'étais investisseur et j'ai bien compris que pour elles, c'était quand même un métier de merde. Non, et je suis là parce que j'ai sorti ce format du festin qui a très bien marché. Le deuxième, j'ai testé un autre truc parce que je suis encore dans la phase de trouver la recette. Je l'ai pas. J'ai le format, mais j'ai pas encore la recette encore. Si tu pitches le festin là pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore vu là. Le festin, c'est réunir des gens qui ne devraient pas dîner ensemble autour d'une table à Paris et de créer une conversation inattendue, un moment. C'est absolument pas une interview. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans un rôle d'intervieweur, je suis dans un rôle de host. Je les accueille, je les invite à manger. C'est moi qui paye. On privatise un restaurant qui est très joli. Et on a mis des moyens de production pour faire vraiment des belles images. Ah, c'est qualité télé, hein. Franchement, c'est assez canon. Hein. C'est Hoopercast qui fait ça. Ah, mais c'est pas ceux qui travaillent sur la Creator Week? Oui, c'est eux. Et ben, on les embrasse. Ouais, franchement, ils sont exceptionnels. Et une super rencontre avec Gabriel de chez Hoopercast et toute l'équipe est incroyable. Et donc, on se fait vraiment plaisir à créer des images, de belles images, mais surtout de créer des conversations complètement improbables. Moi, je suis frappé parce que je viens de San Francisco où je vis depuis 15 ans et je réunis des gens autour d'une table qui en fait, ne mangent jamais ensemble. C'est dingue, ils vivent tous à Paris. Là, je viens de faire un festin avec Laurent Alexandre, Jade Doucelin, avocate de Jean-Luc Mélenchon et de Arthur. Attends, il y avait Jean-Luc Mélenchon? Non, c'était son avocate. Jade. Ah oui, ok, putain, je crois que t'avais et Jean-Luc Mélenchon. Et non, Arthur, j'imagine Laurent Alexandre et Jean-Luc Mélenchon. J'allais dire, putain, le casting, là, ça va être fou, quoi. Il y avait Francis Lelon de l'ex de Sarenza, il y avait Wilfried Granier de Superprof. Oh, Wilfried, je l'aime d'amour. Ouais, il est trop drôle. Mais c'est l'un de mes entrepreneurs préférés. Ouais. Je l'adore. Il y avait qui d'autre il y avait Nejma Travaglini qui est dans la tech, Aude Guénaud qui est la patronne. En fait, le thème, c'était l'éducation. Et je voulais vraiment... Laurent Alexandre a été stratosphérique. Il a sorti des trucs à la Laurent Alexandre. Comment tu le décrirais en quelques mots, pareil, Je ne connaissais pas. Qui le connaissent pas on ne se connaissait pas. Ça fait quelques mois qu'on se parle sur WhatsApp, sans se connaître. C'est un mec d'une intelligence... redoutable. C'est un mec qui a 132 QI. Il parle beaucoup d'IA, du coup, depuis longtemps. Il parle d'intelligence artificielle depuis longtemps. Et je pense que c'est un punk. C'est-à-dire qu'il a une vraie envie de foutre le bordel et de bousculer, et de dire des choses très intelligentes, mais avec une façon de les délivrer qui est vraiment très cash et qui dérange. Mais il a raison parce que c'est la seule façon aujourd'hui de faire passer un message.
on est tellement submergé de contenu que si tu mets pas un coup de pied au cul aux gens, ils t'écoutent pas. Et il sait faire ça. Alors ça dérange, ça pique. Plus qu'il y a des mecs qui le prennent pour un mec d'extrême droite et tout. Ouais. Alors moi, j'avoue que je l'ai beaucoup écouté. J'ai pas trop vu. Je pense pas qu'il soit d'extrême droite, mais je pense qu'il est de droite, oui. Oui, ça, après, personne n'est parfait, hein, franchement. C'est le mec. Mais c'est pas... Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce que... Non, mais moi, c'est pour faire chier. Non, mais je sais bien. Non, mais t'as raison. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, je suis culturellement de gauche. J'ai été élevé vraiment dans une gauche très gauche, quoi. Moi aussi, culture de gauche à fond. Aujourd'hui, je peux plus être de gauche. Moi non plus. C'est absolument impossible. Mais c'est bien de faire croire aux gens de droite que je le suis. Ça les titille, j'aime bien. Ok. Je pense pas que... En fait, moi, j'ai pas tellement bougé. Je pense que la gauche, c'est elle qui est tellement partie sur l'extrême gauche qu'ils ont l'impression que moi, je suis à droite, mais en fait, c'est eux qui sont juste partis à l'extrême gauche. Ils sont juste partis en couille, surtout. Et partis en couille totale. Et je trouve très intéressant... Tu vois, la gauche est devenue conservatrice. Ils veulent maintenir le système, les acquis... ils ne veulent pas que les choses changent. T'as vu leur tronche en même temps, ils n'ont plus rien de révolutionnaire, les mecs. Non, ils ont perdu toutes les batailles idéologiques. Et je trouve qu'il y a, c'est intéressant, une place à droite, un petit peu rock'n'roll à créer, et sans sombrer dans le Rassemblement national, qui d'ailleurs, économiquement et fiscalement, a exactement le même programme que LFI. Exactement, c'est ça qui est fou. Donc voilà. Et donc moi, j'aimerais bien qu'on arrive à créer un truc à droite, alors que je viens de la gauche, mais qui soit une droite un peu rock'n'roll, fun, cash. Elle n'existe pas. Hein, mais économiquement pragmatique. Libérale, qui assume le capitalisme, parce que c'est quand même le modèle... c'est comme la démocratie, c'est peut-être pas le meilleur modèle du monde, mais en tout cas c'est celui qui a marché. Tu sais ce que tu décris, en fait il faudrait qu'un entrepreneur se lance en politique et nous. Mais ils veulent pas y aller. Ouais, aucun ne voudra jamais. Il y avait dans le deuxième, donc j'ai fait 2 tournages. Il y avait le deuxième tournage, j'avais Éric Larchevêque qui était là. Il y avait. Je comprends pourquoi t'as pensé à Éric Larchevêque d'un coup, parce qu'à un moment donné on pensait qu'il allait y aller. Ouais. On pensait, et en fait je pense pas qu'il y aille. Et je trouve très intéressant. Il disait, en fait. Moi, c'est pas véritablement un problème. Je lui dis, pourquoi tu prends la parole? Pourquoi tu t'exposes comme ça? Parce qu'il s'est fait défoncer. Hein. Et il me disait, mais je le fais pas pour moi, parce que moi, je suis confortablement installé dans mon fauteuil. J'ai un bouton eject. Si ça va mal, j'appuie sur eject, je me barre. Oui. Je vais perdre un peu d'argent, mais ça va aller. Hein. Par contre, il y a des gens en France, si ça va mal et on passe dans des programmes idéologiquement... dangereux, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ils n'ont pas de bouton éjecte. Donc il dit, moi je suis en train de me mobiliser pour eux, pour ces gens qui ne pourront pas partir. Parce que c'est leur pays, parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir, et parce que c'est pas facile de partir et de s'expatrier. Et je trouve ça intéressant. Oui, je pense que les entrepreneurs ont un rôle à jouer. Je ne sais pas si leur rôle est de rentrer en politique, mais en tout cas, une chose est certaine, et tu en es un entrepreneur, on a aujourd'hui une parole, et moi aussi, je suis youtubeur, mais avant de ça, j'ai été entrepreneur. On a une parole qui est écoutée parce que je pense qu'on n'a pas d'agenda. Toi, tu n'as pas d'agenda, tu ne penses pas de te présenter à la mairie de Bordeaux. A priori, qu'il y a presque une place à prendre en ce moment. Non, regarde, vaut mieux être pote avec le prochain maire, mais voilà. C'est tout, quoi. Donc on n'a pas d'agenda, on est très pragmatique, on est là pour créer de la valeur, hein, et je pense que, donc du coup... même des entrepreneurs un petit peu décriés sont très écoutés. Anthony Bourbon, là j'ai vu leur fight avec Hakim, là. Mais les gens les écoutent. Tu vois, après ça, peut-être moins. Tu vois. Je sais pas, ouais, on va voir. Ouais. On verra, ouais. Non, mais en fait, t'as raison. En fait, ça se trouve, en fait, il nous faudrait une sorte d'entrepreneur punk qui s'en bat la race, mais qui connaissent. C'est qu'en fait, et on va pas parler après de politique pendant tout le truc, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est hyper important. Ils ont l'air tellement déconnectés de la réalité, alors que. J'avoue qu'il n'y a pas plus connecté à la réalité qu'un entrepreneur, au contraire, qui connaît en fait tout, tu vois. Donc, voilà, et qui a des salariés. Et regarde, quand tu es entrepreneur, d'abord, ton objectif, c'est d'être compétitif et de créer de la valeur. Mais ensuite, tu gères des gens. Donc l'aspect humain, tu ne peux pas le mettre de côté. Donc le social, tu sais ce que c'est. Ouais. Gérer des salariés. Et puis, tu gères des budgets. C'est-à-dire que il faut faire attention à l'argent, comment tu le dépenses.
donc tu es pragmatique dans ton approche par rapport à l'argent. Tu sais que les choses ne tombent pas tout cru. Donc, ouais, il y a des trucs intéressants. Maintenant, il n'y a jamais eu un entrepreneur qui a réussi en politique. Ça s'est généralement toujours très mal passé. Mais parce que, encore une fois, ils l'ont peut-être pas. En fait, ils l'ont tous fait avec un agenda. Alors qu'en fait, si on a vraiment un jour qui le fait par intérêt. En fait, je sais pas si c'est possible en fait d'avoir autant de pouvoir et de rester justement connecté à la réalité. En fait, est-ce que c'est possible ça? Là, on va loin dans la philosophie. Mais pourquoi y aller? Pourquoi aller prendre des coups? Moi, en France, les gens, ils élisent pas un président de la République, ils élisent une piñata. Ouais. C'est un truc où on tape dessus très très fort en espérant qu'il y a des bonbons qui tombent. Qu'est-ce que tu as intérêt à y aller, quoi. Tu sais que tous les présidents qui sont passés se sont fait taper sur la, Donc, sur du la coup, figure. quand tu as dit ça, tu as tout dit. C'est-à-dire que quel autre intérêt d'y aller que la soif du pouvoir? Et donc, du coup, dès lors que tu vas pour le pouvoir, tu vas te barrer en couille comme tous les autres. En fait, moi, du coup, je suis assez cynique là-dessus. Et j'ai un peu cessé d'y croire, malheureusement, tu vois. Et les entrepreneurs, ce sont pas des gens qui... Les entrepreneurs ne sont pas des gens qui recherchent le pouvoir, ce sont des gens qui recherchent d'abord de la reconnaissance. Et ils ne recherchent pas non plus de l'argent, même si on peut penser que c'est le cas. En tout cas, ceux qui recherchent l'argent, généralement, se plantent. Il y a des moyens beaucoup plus rapides d'aller chercher de l'argent. Absolument. L'argent n'est qu'une conséquence. Et c'est une KPI. Exactement. C'est un comme le chrono du sprinter. Exactement. C'est ton score quand tu joues au jeu, quoi. Tu vois, tu as ce score. Donc, et c'est une conséquence de... Je pense que la principale motivation de l'entrepreneur, c'est d'abord c'est de la reconnaissance. Ça, je suis 1000 fois d'accord. Et ça qu'on le met pas souvent numéro 1, alors que c'est numéro 1 ou numéro 2, tu vois. Mais en effet, on cherche de la reconnaissance, on cherche de la performance. En fait, c'est tellement valorisant de réussir quelque chose de difficile. Ouais. Même si c'est fou de se dire qu'on accepte d'avoir une vie de chien pour ça. Ah, parce que c'est vraiment une vie de chien. Tu as raison de le dire. Et nous, le Mont Blanc, en fait, c'était un peu ça l'allégorie. Bien sûr. C'était tellement une horreur, ces 10 heures de montée, pour ces 5 minutes de j'ai réussi. Et puis après, même la descente, c'est une horreur. Et tu te dis, la descente, c'est une horreur. En fait, c'est une horreur parce que tu as tout donné pour aller jusqu'en haut. Mais en fait, t'es crevé. C'est le seul sport, l'alpinisme, quand même, où tu te célèbres au milieu du match, quoi. Tu vois. Oui. Parce qu'après, il faut redescendre. Ouais. Et bon, c'est encore une. Et toi, tu n'avais pas du tout de préparation. Tu faisais aucun de nous. La montagne, tu connaissais pas, quoi. Non, aucun de nous n'avait fait de l'alpinisme. Tu as acheté des moufles la veille, quoi. Presque. Presque. Je m'étais bien préparé physiquement, même si j'aurais pu faire mieux. Mais tu es un sportif. Pas d'alpinisme. Ouais, mais je suis un sportif moyen plus, quoi. Tu vois, je suis pas le sportif qui fait des grosses perfs. D'accord. J'ai toujours été un moyen plus un peu dans tous les sports. Ça, par contre, je pense qu'il n'y a pas de sport où je suis nul. Il n'y a pas de sport où je suis excellent, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis contre le sport. Donc, ouais, je comprends. Tu me regardes. J'avoue. Tu sais, je me suis rendu compte en le faisant. Je me suis dit, putain, quel bâtard. Effectivement. Non, je comprends pas le sport. Cet épisode de La Chapelle Radio est soutenu par mon nouveau partenaire, Canva. Tu vois, il y a deux types de créateurs. Il y a ceux qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas les outils, je suis pas un designer ». Et il y a ceux qui ont ouvert Canva. Canva, c'est un peu comme si tu mettais un DA, un studio, une équipe d'IA et un moodboard Pinterest juste dans ta poche. Tu veux faire un post Insta, une vidéo, un pitch client, un menu de resto ou une pub pour ta marque de tote bag, tu ouvres Canva, tu drag and drop et tu kiffes. Et avec leurs outils boostés à l'IA comme écriture magique ou création en bloc, même ton ordi a l'impression que t'as recruté. Et en bonus, tu peux bosser à plusieurs, en asynchrone, en temps réel. Fini les énormes boucles de mail, les 38 versions différentes ou les « tu peux me renvoyer le bon fichier ?» Tout est là. C'est pas juste un outil, c'est ton nouveau bras droit et il s'appelle Canva. C'est simple, beau, efficace et surtout c'est gratuit. Donc va sur canva.com, essaye toi aussi. Merci beaucoup à Canva de soutenir ce podcast et maintenant, place à l'épisode. Mais parce que je pense qu'il y a des gens... je pense que ça développe tu as dû le vivre avec le Mont Blanc, c'est-à-dire que je pense que ça déclenche chez toi l'adrénaline, la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et tout ça. Et moi, je crois que je suis handicapé du truc, quoi. Ça ne déclenche rien, quoi. Et tu vois, et comme tu le dis, regarde, encore une fois, pourquoi le Mont Blanc était une excellente allégorie de ce qu'on vit, c'est que pourquoi on fait ça et pourquoi si on y amène des caméras et pourquoi on fait un documentaire et pourquoi tout ci et tout ça. Ouais. Il y a aussi recherche et besoin de reconnaissance. C'est un truc important. Ouais, je pense vraiment que l'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un, généralement, d'ailleurs c'est une question qu'on pose très régulièrement, les investisseurs te posent dans la Silicon Valley, c'est généralement quelqu'un dont
dont le papa n'a souvent pas dit je t'aime à son fils. Ah ouais? Ou à sa fille. Il y a généralement un problème avec le père. Ok, bon, moi j'ai perdu le mien quand j'avais 6 ans, donc tu vois, c'est peut-être lié. Mais ce serait intéressant de demander à Stat. Tu vois, ouais. C'est pas un problème à cause de ton père, mais il y a un problème, il y a un sujet avec ton père. Ouais, mais alors tu vois, ce serait intéressant de faire une stat, de poser la question. Les entrepreneurs qui nous écoutent, posez-vous la question de ceux qui a un papa qui leur a pas dit assez je t'aime. Ouais, ce serait intéressant d'avoir la stat. Toi, c'est le cas aussi? Peut-être, je ne suis pas du tout en conflit avec mon père, mais j'avais une relation avec mon père qui était, je pense on n'arrivait pas à communiquer, on n'arrivait pas à se dire mutuellement qu'on s'aimait, et c'est arrivé plus tard. Ok. Mais je pense qu'il y a certainement de ça. Je pense que vraiment un entrepreneur, de toute façon, s'il n'y a pas une forme de neurodivergence, ça peut être aussi, c'est pas simplement. Alors Asperger, on en a plein dans la Silicon Valley, hein, c'est le club des Asperger. Mais même ADHD, tu vois, Attention Deficit Disorder, ça c'est très très bon pour l'entrepreneur. En fait, je pense que il y a un côté, tu sais, quand les gens normaux vont pas bien, ils vont voir leurs potes, ils boivent un coup, ils se prennent dans les bras et ça va mieux. Les neurodivergents, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ils font quoi du coup? Eh ben, ils vont, comme Elon Musk, fabriquer une fusée, aller sur Mars, revenir pour que le troupeau leur dise « T'es vraiment un mec bien ». Parce que la façon de se rassurer avec la foule, ils n'y arrivent pas. Quand ils le font, ça ne marche pas, ça ne crée rien chez eux. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller créer des choses extraordinaires pour avoir cette reconnaissance du troupeau qu'ils n'arrivent pas à avoir par des moyens classiques et traditionnels. Tu sais que je me reconnais à 1000% dans ce que tu es en train de décrire. C'est vrai? Ah, je pense, ouais. Mais c'est pour ça que je te le dis, parce que monter le Mont Blanc, vous êtes tarés, les gars, quoi. C'est-à-dire qu'il y a clairement une recherche de reconnaissance. En plus, tu le filmes, donc c'est absolument évident. Ah oui, donc, ça veut dire que... On peut même pas le cacher, tu vois, du coup. La façon de faire normale, classique, que je suis certain, tu as dû certainement essayer, ne t'a pas satisfait, n'a pas créé chez toi. Alors, c'est pas suffisant. Il y a ça. Il faut rajouter à ça quand même un QI. Il faut être smart. Bien sûr, oui. Et il faut rester focus. C'est le troisième ingrédient, c'est vraiment être en capacité de rester concentré. Un personnage comme Elon Musk, c'est ça qui le rend exceptionnel. C'est qu'il a les trois. Il est neurodivergent, donc il a besoin d'aller faire des choses absolument folles pour avoir une forme de reconnaissance. Il a un QI certainement de 140 ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste exceptionnel. Et il est obsessionnel et complètement focus. Il y a très très peu de gens comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand on s'associe en tant qu'entrepreneur, il faut connaître sa force. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que le trio, et c'est certainement le meilleur, parce que c'est bien d'avoir un mec neurodivergent qui va avoir cette vision, cette capacité à voir des choses et de faire des connexions neuronales que d'autres ne font pas. Un autre qui... avec une petite distorsion de la réalité. Une distorsion de la réalité qui fait que lui, il ne voit pas la même chose que le reste du troupeau parce qu'il s'en écarte et qu'il n'a pas peur de s'en écouter. En général, tu vois, parce que moi, souvent, quand je donne la définition d'entrepreneur, je dis que c'est quand même un individu qui n'a pas le même rapport au risque que le commun. Et au monde et aux autres. Donc c'est le neurodivergent, lui, qui est un peu pareil. En fait, les risques, il ne les voit pas. L'autre jour, j'étais à à San Francisco. Peter Thiel a fait un cycle de lecture avec très peu de monde. On était une cinquantaine. J'ai eu la chance de faire partie. Sympa. Ouais, c'était vraiment super bien. Et donc, il est un des principaux investisseurs dans les entreprises de Elon Musk. Et lui, il dit je fais un cauchemar régulièrement. C'est Elon Musk qui vient et qui me dit qu'il entame une thérapie. Et alors, les gens sont là. Parce qu'en fait, il dit Elon Musk est tellement fucked up. Il est tellement fucked up que, justement, il n'est pas du tout dans l'introspection. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas sa vérité à l'intérieur de lui-même. Il est dans l'exploration, il est dans repousser les limites, repousser, se dépasser, les frontières physiques. En l'occurrence, là, c'est vraiment aller sur Mars, donc il va très très loin. Et en fait, les gens qui sont dans l'introspection, qui se disent, en fait, si j'y arrive pas,
c'est parce que j'ai un problème avec moi-même, donc il faut que j'aille faire du yoga, de la retraite, que je bouffe des graines et que j'en sais rien, quoi, et que je fume du shit. La vérité, elle n'est pas à l'intérieur de vous, et je pense que toi, tu viens de faire le Mont Blanc. En fait, c'est en allant, au contraire, en dehors de soi, en ne s'écoutant pas et en allant se frotter au monde et à l'extérieur qu'on découvre son identité intérieure. Et je pense que tu as certainement dû apprendre énormément de choses. Moi, je n'ai pas fait ce que tu viens de faire. Sur toi, en fait. Mais tu l'as trouvé en haut du Mont Blanc, t'imagines? Ouais, en fait, ce que tu apprends, en fait, c'est que déjà, quelque chose qui est difficile, qui te paraissait pas possible. Moi, j'ai décidé il y a 1 an qu'on allait le faire, que j'allais le faire déjà, et après, j'ai pris des gens autour de moi. Pendant tout ce temps-là où je le faisais, j'étais persuadé que j'allais pas y arriver. Ouais. Tu vois? Mais je te dis, ça aussi, c'est ça là, un peu le rapport au risque. De toute façon, dans tous les cas, si je le fais pas, je ne saurais pas. Et du coup, quand tu arrives à faire un truc qui te paraissait pas possible, tu es une meilleure personne que la veille. Parce que du coup, ta valeur étalon, elle a monté d'un cran, quoi. Et c'est ça, en fait, qui a été assez fort avec. Mais tu vois, ça s'est passé en dehors de ton corps. Ouais. Ça s'est passé en dehors de ton esprit. Tu te serais foutu dans une pièce en position respiration, méditation, bidule, tu serais peut-être arrivé, mais ça t'aurait pris 20 piges ou 30 piges. Tu vois, là, finalement, en allant, et c'est ça ce que les gens hésitent un petit peu à faire, ils disent, avant que j'aille faire ça, il faut que je sache qui je suis. Mais non, c'est en faisant ça que tu découvres qui tu es. Et ça, tu vois, moi maintenant, ça fait 15 ans que je vis aux États-Unis. On pose souvent la question de dire, qu'est-ce qui est différent chez l'entrepreneur américain et chez l'entrepreneur français? Il y a ce mythe chez l'américain, eux ils appellent ça le mythe de la frontière, qui est le fait de dépasser les limites. Alors, quand les sportifs américains, tu le vois, ils sont vraiment, tu vois, Nike, Just Do It, tu vois, sans cesse dépasser les limites, parce que les colons qui sont arrivés aux États-Unis au XVIIIe siècle, c'était des Anglais qui fuyaient l'Angleterre, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, qui s'implantent sur la côte Est. Et puis, il y a ce mythe de la conquête de l'Ouest, tu vois, les roulottes, et qui vont conquérir, et qui vont, quelque part, la frontière n'était pas déterminée, et donc ils vont pousser à l'Ouest, avec le chemin de fer et tout ça, pour déterminer où est la frontière. Et puis, ils arrivent à San Francisco, face au Pacifique, c'est fini, il n'y a plus de frontière géographique. Sauf que là, ils se disent, mais ok, mais la frontière, elle n'est plus simplement géographique. On est arrivé à dépasser les limites physiques, géographiques. Maintenant, elle devient mentale. Et donc, ils vont la bombe H, le nucléaire, la conquête de l'espace, aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est dépasser les limites. L'Américain est une personne qui considère que les limites physiques, voire climatiques, ne s'appliquent pas à eux. C'est taré quand même. Ouais. Ils sont là en se disant... C'est pour ça qu'on dit, ils n'en ont rien à foutre du climat. Non, ils n'en ont absolument rien à foutre parce qu'ils considèrent que le climat ne s'applique pas aux États-Unis et aux Américains. Que le climat, c'est un truc qu'on dépassera. Ils ont tort, bien évidemment. Mais nous, on est là. Ouais, mais quand même, la planète, elle a des limites. Tu sais, c'est la phrase qu'on utilise. On arrive aux limites de la planète. Mais ce discours-là, pour les Américains, n'existe pas. Ouais. La limite, elle est faite pour être dépassée. Pareil, distorsion de la réalité, quoi. Exactement. Et on inventera la fusion nucléaire. C'est ça ce qu'ils se disent. Mais attendez, l'énergie. Bon, ok, aujourd'hui, drill baby drill, parce qu'on a besoin d'énergie pour justement dépasser les limites, mais fuck off. La fusion nucléaire, bien évidemment qu'on va... Et bien évidemment que c'est nous, les Américains, qui allons trouver ça. Alors, en l'occurrence, là, les Français sont visiblement en avance sur eux. Ils sont arrivés à faire tourner un moteur à fusion. J'ai vu, c'était il y a quelques mois. Ouais, pendant 20 minutes, alors que les Américains n'y sont pas arrivés. Mais tu vois, ils ont ça. Et je vais te dire un truc. Nous, les Français, on l'avait. Et on l'a perdu. On l'a perdu parce que on l'avait quand on était un empire colonial, où là aussi, on était dans du repousser des limites physiques et qu'on crée l'empire français. Alors, est-ce qu'il faut revenir à l'empire colonial ? Bien évidemment que non, parce qu'il s'est passé des choses absolument horribles. Mais on n'est pas arrivé à transcender cette limite géographique comme quand eux sont arrivés devant le Pacifique, et le transformer en limite mentale. On a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a l'Europe qui s'est créée,
il y avait en Europe des frontières qui n'arrêtaient pas de bouger et qui créaient énormément de guerres. Et l'Europe est venue fixer les frontières. Mais en fixant les frontières, elles ont fixé notre esprit. Où on s'est dit, ben voilà, on ne bouge plus, on réglemente, mais on a la paix. Et c'est vrai, depuis, on a la paix, sauf qu'on ne dépasse plus rien. Ouais. Et bon, toi, il y a encore des gens comme toi, pour se dépasser, on y arrive encore dans la création, dans l'artistique, dans le sportif, ou des choses comme ça. Mais il faut qu'on reprenne ça, cette conquête. Et parce qu'on c'était quelque chose qu'on faisait avant. Quand, à l'ère de l'Empire colonial, la France a inventé le cinéma, l'aviation, l'automobile. On repoussait ces limites-là. Donc, il n'y a pas de raison que... C'est juste qu'on a oublié, qu'on a mis en place un système de précaution, qu'on se pose la question du risque en permanence. Il faut juste qu'on renoue avec ça. Les Américains, eux, n'ont jamais abandonné. Et toi, c'est vrai que toi, ça fait quoi, une quinzaine d'années 15 ans, ouais. Que tu habites 2010. Pourquoi de base tu vas à San Francisco? C'était quoi? C'était à quelle période? C'était déjà investisseur ou c'était Non. J'ai créé en 2006 un éditeur de logiciels qui s'appelait Blue Kiwi Software, qui était le premier éditeur de logiciels en SaaS en France, avant French Tech et tout ça. Ouais. Et ça marchait très très bien. On a levé pas mal d'argent en France. Et je me rends compte que, en gros, j'apprends rien en France, quoi. C'est-à-dire que je suis en train d'expliquer aux boîtes du CAC 40 que il faut mettre leurs données dans le cloud. Et ils me regardent en me disant non mais moi mes données dans le cloud jamais. Et je fais un voyage, ça faisait déjà plusieurs fois, mais je vais à San Francisco, je vais dans la Silicon Valley. Et là je me retrouve entouré de gens où pour la première fois ce que j'explique est d'une banalité sans nom. Donc je n'ai pas besoin de l'expliquer. Et au contraire, c'est eux qui m'expliquent des trucs. Tu vois, par exemple, on est en 2006, faut se rappeler, la logique du modèle économique freemium, c'est-à-dire de donner ton produit gratuit, puis de faire en sorte que les gens achètent la version payante, en 2006, c'est nouveau. Et ça, je l'ai découvert aux États-Unis, cette approche-là de dire donne ton produit, laisse les gens l'utiliser. Et quand nous, on faisait du B2B, quand les gens l'utilisent, quand tu as déjà l'usage, c'est là que tu vas... Bon, c'est des choses comme ça. Et là, je me dis, mais en fait, je ne suis pas au bon endroit, quoi. Donc, il faut que je me bats. Et puis, on est en 2006, on est pré-French Tech, pré-Startup Nation. Donc, l'environnement n'était pas du tout le même que celui d'aujourd'hui. Alors là, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu. En 2006, il y a quoi? Il y a Criteo peut-être déjà? Criteo, quel coup? Blablacar déjà ou pas encore? Non, Blablacar n'est pas là. Criteo, quel coup? Oui, Criteo, c'était eux un peu la première grosse... Non, tu as Business Objects. Ah oui. Pour les éditeurs de logiciels. Tu avais des trucs comme ça. Moi, j'ai du mal à me rappeler du passé. Mais non, c'est intéressant ta question parce qu'il y a eu une entreprise de manipulation politique de la part d'Emmanuel Macron qui a voulu faire croire que c'était lui qui avait inventé la Startup Nation. Ils ont fait énormément de trucs, et qu'il n'y avait pas de technologie avant lui. Mais c'est faux, il y avait de la technologie avant Emmanuel Macron. Il y avait des boîtes, il y avait des startups, il y avait de la tech, il y avait Price Minister, par exemple, avec Pierre Kosciusko-Morizet. Oui, il y avait les Cdiscount avec les frères Charles, il y avait Rudy Commerce, il y avait... T'avais Nicolas Gaume qui faisait un truc aussi à l'époque, je ne me rappelle plus de son nom. Qui est de chez toi, de Bordeaux. Nicolas Gaume, il est à Bordeaux, c'est quoi sa boîte déjà? Et il avait une boîte à l'époque, il faisait de la 3D, je crois. Je me rappelle un peu, il était très précurseur dans ce truc-là. C'était vraiment un... Vente privée. Il y avait Oriane qui faisait la vente de lentilles là, sur... Il y avait Caramel. Non, elle était à Caramel à l'époque. Elle avait lancé... Il y avait Club Internet, on fournissait de l'accès Internet. C'était encore, on était en train d'équiper, on fabriquait des tuyaux à l'époque. Il y avait plein de choses comme ça. En fait, la French Tech, en termes de, en branding, il y avait Voilà, le moteur de recherche Voilà. Ah, mais c'est vrai, putain, cette brand, Voilà, c'était génial. Voilà. Il y avait À la page, il y avait Wanadoo. À la page qui sera racheté par Wanadoo. À la page, c'était un Amazon. Ouais, c'est vrai. Il y avait Viadeo. Avant LinkedIn. Qui était une sorte de LinkedIn. Voilà, il y avait le concurrent de YouTube qui s'est créé avant YouTube. Dailymotion. Avant YouTube.
Bah, ça, c'était pré-French Tech, tout ça. Ouais. Donc, il y avait une tech, il y avait des trucs, il se passait des choses. Et puis après, bah, voilà, il y a eu la French Tech qui a mis un label dessus et qui a fait une sorte de peu de récupération politique et qui avait besoin de multiplier, de scaler le truc et de trouver plus de... Mais les entrepreneurs que ça a créés étaient très différents des entrepreneurs de nous de l'époque. Ces entrepreneurs de l'époque, il y avait quand même beaucoup de doers, quoi, d'ingénieurs, de bricoleurs, quoi, tu vois. Oui, bah pareil, quand moi, tu vois, j'avais reçu, on parlait de l'archevêque tout à l'heure. Ouais. L'archevêque, c'est un mec qui bidouillait des trucs en mode ingé, quoi. Exactement. Il y avait Parrot qui faisait des drones. drones, Mais à l'époque, il faisait de l'équipement. Chez moi aussi, je crois. Il faisait de l'équipement. Il y avait Gilles Babinet qui avait lancé un truc autour des sonneries de téléphone. C'était un business, les sonneries de téléphone, tu téléchargeais. Donc, et il a fait fortune. Là-dedans, il a vendu plus de 100 millions. Ouais. À l'époque, c'était 100 millions, colossal, quoi. Ouais. Donc, voilà, il y avait des trucs. Bon, moins qu'aujourd'hui, mais il y avait des trucs. Donc toi, du coup, tu vas aux États-Unis à ce moment-là. C'est là-bas que tu revendras du coup ce business. Et alors, je vais aux États-Unis avec Blue Kiwi. Mes investisseurs sont très français. Sophie Nova, à l'époque, qui faisait du venture et Dassault Systèmes. Je pars là-bas en 2015. Quelques mois après que je sois parti, ils me disent, il faut que tu rentres, c'est le bordel, ça coûte trop d'argent les États-Unis, puis c'est le bordel en France et en Europe. Bien évidemment, ils savaient que je n'allais pas rentrer. Ça s'est très mal passé, mais finalement, long story short, on a revendu la boîte à Atos, à Thierry Breton. Ok. Quelques mois, un an plus tard. Bonne fin, du coup, tu étais... Bonne fin, moi, très honnêtement, je ne considère pas ça comme un succès parce que je pense que... enfin, on a gagné de l'argent, ok, ils sont contents, et ça s'est bien terminé. Mais mon concurrent à l'époque, c'était Yammer. Ouais, je connais pas. C'est vendu 1 milliard à Microsoft. Moi, je ne me suis pas vendu 1 milliard à Atos. Loin, très très loin de ça. Mais donc, non, je pense qu'on avait j'aurais bien voulu faire un truc aux US avec Blue Kiwi et j'en avais pas les moyens. J'étais peut-être pas prêt non plus. J'étais peut-être pas bon non plus. Il faut pas, je mets pas ça que sur la faute des VC. C'est peut-être moi aussi qui était. Parce que je suis arrivé aux US. Bon, tu prends un choc d'adrénaline. Parce que tu y vas avec femme et enfant. Ah oui, j'y vais avec femme et enfant. Et puis là, tu as le doigt dans la prise et tu es près du nucléaire, du centre du cœur du nucléaire, quoi. Donc c'est très déroutant, quoi, toi. Et tu comprends rien. Tu crois comprendre, mais en fait, tu comprends rien. Moi, il m'a fallu plus de 5 ans pour comprendre la culture américaine et les Américains. Je ne comprenais rien. Je pensais que c'était juste plus grand, plus fort et qu'ils parlaient anglais. Mais je ne comprenais pas. Tu as Greg Gambato en ce moment qui arrive. C'est marrant, j'allais te parler de lui parce qu'il en parle en ce moment un peu de ça. Ouais. Il me dit... je le vois pas mal, on se voit pas mal. En fait, ça se trouve, quand tu vois, parce que la phrase que tu as dite là, j'ai l'impression que je l'ai entendue de sa bouche. Ça se trouve, en fait, c'était toi qui citais, quoi. Il disait, j'ai parlé avec quelqu'un qui est là-bas qui m'a dit qu'il faut au moins 3, 4, 5 ans pour comprendre la culture américaine. C'est la même phrase. Donc, Mais c'est marrant, il ne cite jamais, c'est vrai, mais il a raison. Mais Greg, je trouve vachement bien ce qu'il fait parce que il est en train de documenter une sorte de rapport d'étonnement que moi, je n'ai pas fait à l'époque. Et qu'il est en train de faire. Mais parce que tu n'avais peut-être pas la culture création de contenu à l'époque. Et puis, 2010, on n'était pas comme aujourd'hui. LinkedIn existe. Existe. Si, existe. Existe, mais bon, c'est pas le LinkedIn aujourd'hui. YouTube en est à ses débuts. 2010, tu vois, c'est le début des YouTubeurs et compagnie. Exactement. Qu'on appelait les vidéostars. Vlog. Ouais, voilà. Et donc, non. Et donc, c'est vachement bien ce qu'il fait. Alors, je sais qu'il est pas mal décrié parce que la France, ils se disent... Je sais pas pourquoi, c'est fou. Parce que je pense que ça emmerde les Français, parce qu'il le fait d'une façon un petit peu provocatrice, parce que c'est aussi son style. Et ça a un effet miroir. Et donc, on se dit... T'as une impression de dire, ouais, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est merdique, nous, on est nuls. Je pense qu'il ne faut pas du tout comparer. Je pense que l'erreur de la French Tech, ça a voulu de copier la Silicon Valley. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est impossible de copier la Silicon Valley. On n'a pas...
la culture, on n'a pas le mindset dont je parlais tout à l'heure. Donc avant, il faut qu'on revienne à ce mindset de frontières. On l'a perdu, il faut qu'on le renoue. Et on n'a pas les capacités, les moyens, les capitaux. On a mais c'est pas un problème de talent. On a des talents incroyables en France. On n'a peut-être pas le niveau d'ambition que les Américains ont. Moi, c'est souvent ça que j'entends qui revient. C'est Laroche Brochard qui m'avait dit ça dans un podcast. Il me disait, en fait, la différence entre ce Français là qui arrive et qui te dit moi, je veux faire 100 millions, et l'Américain, il arrive et il dit moi, je veux faire 10 milliards. Ouais. Tu vois, voilà. Mais parce que leur rôle modèle, écoute, moi, je vis à San Francisco, je me lève le matin. Le mec qui fait partie de mon quotidien s'appelle Elon Musk et il a décidé d'aller sur Mars. Putain, tu vois la barre là ? Ouais. Toi, tu te dis, mais ok, mais moi je fais quoi après ça, quoi. Et moi, mon rôle modèle, c'est Fred Mazzella, il a fait Blablacar, et lui, ce qu'il veut, c'est faire Le Mans-Amiens. Alors, je déconne. Mais non, tu déconnes pas. Tu touches absolument du doigt le problème. Et Fred Mazzella, je l'adore. Fred, si tu nous écoutes. Oui, moi, c'était plus la blague pour Le Mans-Amiens, Blablacar. C'était pas vis-à-vis de Fred. Mais oui, non, bien sûr, c'est génial, c'est super. Et il fallait le faire, et tant mieux, et heureusement que c'est quelqu'un comme lui qui l'a fait. Mais beaucoup des succès de start-up qu'on a fait en France sont des start-up qui sont venus moderniser l'État ou pallier aux carences de l'État. Blablacar, c'est parce que la SNCF faisait pas son job. Parce qu'il y a des déserts où il n'y a pas de train. Moi, je viens de Limoges, moi. Va à Limoges. Ouais, j'ai déjà été. J'y vais ce week-end, là, tu vois. C'est 4 heures de train. Good luck. Et il y a 3 trains par jour. C'est une horreur. C'est une horreur. Et donc, c'est pour ça que se crée un Blablacar. Doctolib, on a un problème. Il y a des déserts médicaux, on ne trouve pas de rendez-vous, de choses comme ça. Tu vois, les Américains, ça, c'est dépassé. Ça, c'était à l'ère de Clinton qu'on a fait ça. Cette numérisation, cette modernisation de l'État. Clinton a dit, je vais virer je ne sais pas combien de fonctionnaires, beaucoup plus que le Dodge. Personne ne s'en rappelle. Enfin, aux États-Unis, eux, ils s'en rappellent. Et on va moderniser en numérisant l'espace public, en faisant des sites web. Il n'y a pas d'administration où tu vas. Aux États-Unis, c'est tout online. Et c'est nul. Et ça ne marche pas très bien. Mais ça, c'était l'ère de Clinton. Donc, on était au milieu des années 90, début des années 2000. Ils sont passés à complètement autre chose, quoi. Tu vois, ils sont passés à aller sur Mars, quoi. Donc, toi, tu te lèves le matin, tu te dis, je veux monter une boîte. Greg Gambato, on en parle, c'est intéressant. Il est arrivé avec une boîte, il a tout foutu à la poubelle. Il faisait déjà 4 millions de chiffres. Ils ont tout foutu à la poubelle pour repartir de zéro et pour repartir sur le sujet, parce qu'il n'y a de toute façon qu'un seul sujet en ce moment dans la Silicon Valley, c'est l'intelligence artificielle et la data. Et comment tu entraînes les modèles. J'ai l'impression que son premier modèle, il était déjà un peu sur l'IA. Et je ne sais plus ce qu'il faisait au début, la Only Dust, c'était quoi de base? C'était de la blockchain. Ah, c'était de la blockchain, c'était pas de l'IA, t'as raison. Web 3, c'était de la blockchain, où il tokenisait je ne sais pas quoi. J'avais pas trop compris. De toute façon, personne n'a jamais compris la blockchain. Ouais. Il y avait un truc comme ça. Et en fait, il avait créé une communauté avec pas mal de développeurs. Et là, il a compris que ces développeurs pouvaient créer de la... En fait, c'est un concurrent de Mercor, quoi. Il fait du post-training sur le sujet essentiellement de... Je crois que de base, c'est de manière un peu opportuniste. Et on lui a dit, tiens, mais en fait, vous pourriez faire ça. Ouais. Puis en fait, elle s'est dit, putain, en fait, ça, c'est bien. Mais ouais. On va faire que ça, en fait. Mais parce que ça, tu vois, c'est ce genre de miracle qui arrive dans la Silicon Valley. Je te donne un exemple. Quand à un moment, j'ai dit, bon, je ne veux plus monter de start-up. Et on avait monté un programme d'accélération qui s'appelait The Refiners avec Géraldine Lebert et Pierre Gobil. On faisait venir des startups françaises, on investissait de l'argent et on les faisait venir dans la Silicon Valley. Et nous, on n'avait jamais monté d'accélérateur avant. Ça, on est en 2016. Donc en pleine, nous en France, 2016, on est en plein essor de The Family. Ouais, exactement. Plein essor de The Family. D'ailleurs, on discutait avec Oussama à cette époque-là, mais Oussama, je l'ai connu à San Francisco. C'était très cool l'épisode que tu as fait avec Oussama. Et je le connais depuis 13 ans. En fait, c'est cool parce que du coup, on voit que vous êtes potes, que vous vous connaissez, que vous vous respectez, mais tu lui as pas fait une interview dans le sens du poil. Et c'est ça qui était intéressant. Et même lui, je pense que c'est ce qu'il préfère, en fait. Bien sûr. Mais parce que je ne suis ni dans une forme d'admiration aveugle, mais ni non plus dans une sorte de...
morale et moi, je suis pas procureur. Hein, et je pense qu'il a fait des conneries. Il est grand garçon, il les assume, mais c'est pas moi qui fais la justice. Hein. Oui. Et donc, voilà. Et je lui ai posé les questions qui fâchent. Mais ton angle, il était bon. Parce que du coup, en fait, tu as appris... tu lui as posé les questions, je crois, en prenant l'angle de... Alors, voici ce, ce que j'entends. Voilà ce que j'entends sur toi. Donc, je dis ça. Est-ce que c'est vrai, du coup? Voilà. C'était l'angle journalistique, narratif était sympa. Ouais, c'était un peu une subterfuge. Ouais. Mais oui. Donc, voilà. Et donc, on n'a jamais créé d'accélérateur de notre vie. Et j'envoie un message à YC et 500 Startups, qui étaient à l'époque les 2 principaux accélérateurs de la Silicon Valley. Paul Graham chez YC et Dave McClure chez 500. Paul Graham ne me répondra jamais. 500 Startups me répond dans les heures qui suivent en me disant ah ok, mais si tu veux, viens, on boit un café, 30 minutes, il n'y a pas de problème. Donc je dis putain, on a un rendez-vous avec 500 Startups, on va leur parler. Et 30 minutes, et donc on y va, on les voit, on boit une bière. Les mecs nous disent ok, on comprend ce que vous voulez faire, tu veux monter un accélérateur, super. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et nous, on leur dit tout, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait rien, quoi. Et là, le truc qui devait durer une demi-heure dure 2 heures, et ils nous disent tout, tous les secrets de 500. Combien est-ce qu'il faut investir, quels sont les critères pour recruter une start-up, comment le programme fonctionne. Tout. Les mecs, ils ouvrent le kimono, quoi, pour faire une allusion. Belle. Voilà. Et ils nous disent tout. Et au bout d'un moment, je m'arrête et je regarde Marvin, qui était le patron de 500 à San Francisco. Je lui dis, mais je ne comprends pas, on va être concurrents. Il était en train de me donner tous tes secrets. Et il me regarde et il me dit, en fait, tu as décidé de rentrer sur mon marché, donc je ne peux pas t'empêcher de rentrer sur mon marché. Tu es libre de le faire. Par contre, je me dois de faire en sorte que tu sois bon, parce que si tu es mauvais, tu vas pourrir mon marché. Tu vas cracher dans la soupe. Et c'est mon marché et c'est ton marché. Maintenant, je serai meilleur que toi. Donc, je ne peux pas me permettre que tu sois mauvais. Il faut que tu sois bon. Mais mon job, c'est d'être meilleur que toi. Et tu vois, Greg, on revient à cette histoire de Greg, je pense que ça participe de la même... Il n'y a pas de secret. Tu es sur le marché, tu es à San Francisco, tu essayes de faire un truc, je vais t'aider. Mais je serai meilleur que toi. Mais je vais t'aider. Essaye de faire un truc parce que si on est tous bons, le gâteau, il grandit, il grossit. On a tous intérêt à être bons. Et ça s'est vachement amélioré, hein, mais on n'y est pas encore ici. Ouais. J'ai l'impression que... moi, je le vois, je viens pas souvent, je reste 15 jours à Paris. Il y a des petites histoires à droite et à gauche. Alors, entre créateurs de contenu... Putain. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais, machin. Tu sais que moi, je dois vivre dans le monde des business. Moi, j'ai l'impression que tout le monde plutôt s'apprécie, quoi. Ouais. Oui, non, s'apprécie, mais il y a des petits secrets. Tout à l'heure, tu me disais combien tu as vendu ça, machin. Moi, je le dis parce que... moi aussi. Tu vois, typiquement, je pense que, je te l'ai dit tout à l'heure, en tant que créateur de contenu, les Français, je pense qu'on fait, on overproduce les contenus qu'on fait. La qualité est trop bonne. Ouais. Comparé aux Américains qui font sincèrement avec un téléphone pourri, voire des podcasts où ils sont sur Zoom, quoi. Ouais, alors c'est ça que nous, maintenant, la norme, ça devient en fait de venir dans des studios comme ça, en fait. Ouais. Et donc, c'est overproduced parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça a un coût, hein, ça. Ouais. Toi, là, du coup, tu as mis la barre un peu haute là, avec le festin, parce que je pense que, pareil, là, en termes de contenu YouTube, alors, c'est pas de l'interview parce que, du coup, c'est beaucoup de monde, c'est limite, du coup, un format qui est assez original, qui est... En fait, il n'y avait que Ardisson qui le faisait à la télé, à l'époque, sur Paris Première. Moi, c'est ça, en fait. Moi, mon nom de code dans ma liste de formats, c'était... 93 rue du Faubourg Saint-Denis. Voilà, Dîner Ardisson bis. Tu vois, moi, c'était ça le nom de code, quoi. Il le faisait chez lui, d'ailleurs. Ouais, c'était complètement chez lui. Et d'ailleurs, sa femme l'a quitté à cause de ça. Quoi, parce parce que tous les trucs de tournage étaient en permanence chez lui. Ouais. Et la coke dans la cuisine et tout. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et on vend pas assez cher. Ouais. Non, c'est ça, quand tu m'as dit le prix, tu vois, je me dis, ah ouais, ça c'est cool. Et je me dis, mais en fait, c'est bien
Parce que c'est bien, c'est que tu vas faire du bien au marché parce que tu vas mettre la barre plus haute. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a rien. Ouais. On parlait de Matt Stéphanie qui est le taulier. Ouais. En fait, c'est lui qui a été le premier, on va dire, à monétiser ça. Mais tu vois, lui, je crois que la première monétisation, c'est 2017. Ouais. Donc, en soi, on va dire s'il y a 8 ans, ça, que 8 ans, c'est beaucoup. Mais bon, en fait, que il a ouvert la brèche. Il a ouvert la brèche. Et après, la brèche, elle s'est vraiment écartée après le Covid. Donc, tu vois, il y a eu quand même eu un peu 3 ans où la brèche, elle était toute petite. Ils étaient... Mais franchement, avant le Covid, s'ils étaient 10 à gagner de l'argent avec leur podcast, c'était un max. Quoi, tu vois, j'ai déjeuné avec Mathieu hier, ou avant-hier, et il a ouvert la brèche. Et nous, notre boulot derrière, c'est d'élargir la brèche. Ouais, c'est ça. C'est de dire, les marques, on a une audience qui nous écoute. De toute façon, les gens ne regardent plus la télévision, ne lisent plus les journaux, écoutent rarement la radio. Et il y a un véritable problème de confiance. C'est-à-dire que les gens n'ont... je crois que le journaliste, c'est, après le politique, certainement la personne en qui les gens ont le moins confiance. Nous, on est des entrepreneurs, on prend la parole, on fait du contenu, les gens ont confiance en nous, ils nous écoutent. Et on fait des audiences qui sont dignes de certaines télévisions. Donc, c'est normal que ça coûte cher. Fuck you, quoi. Ouais. There is no free lunch. Tu sais, des fois, il y a des Français qui m'ont dit « Ouais, t'as 2 annonceurs, un spot, bidule, ça fait beaucoup. » Non, mais attends, Coco, quoi. Tu regardes mon contenu, je fais du contenu, je fais 2 talk shows par semaine. Je te donne ça, c'est gratos, c'est sur YouTube. Il y a une valeur qui est énorme. Et mes spots font 1 minute, il y en a 2. Je t'emmerde 2 minutes sur 1h30 et tu m'emmerdes. C'est fou. Mais attends, Sandek, il faut éduquer l'audience, leur dire « Attendez, on est des créateurs. Nous aussi, on bouffe, on part en vacances, on a besoin de s'habiller, on a une vie, on a besoin de gagner notre vie. C'est pas gratos. » Et tu sais pourquoi ça? Et en plus, je vis à San Francisco, donc ma vie, elle coûte horriblement cher. Tu vois? Et tu sais aussi, c'est pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, avant de nous voir comme des créateurs de contenu, ils nous voient comme des entrepreneurs. Ils croient qu'on... Et donc, ça les fait chier, en fait, qu'avec des choses qu'ils ont eu l'habitude d'avoir 100% gratuites, sans publicité, bah, en fait, de voir de plus en plus de pubs qui se mettent là. Donc, en fait, c'est à nous de le faire intelligemment aussi. Là, ils ont juste raison là-dessus. Pas que il faut que ça reste des choses de confiance, que ça soit bien fait, etc. Mais encore que ça va. Moi, tu vois, je me prends pas trop de saut de merde sur la gueule. Non, ça s'améliore côté audience. Ça s'améliore. Ils comprennent. Après, ils sont submergés de pubs par YouTube. Moi, je suis en premium, donc je vois plus ça. Moi aussi, je suis en premium. Je ne comprends même pas qu'on n'y soit pas. Quoi. Mais c'est dingue. En plus, qu'il faut le dire aux gens. Enfin, je ne veux pas faire la pub de YouTube. Mais... Moi, en plus, je le mets en truc partagé. Moi, je paye même pas les 10 balles. Je paye 3 €. C'est ça que sur un compte, on est 3. Donc, on paye 3,33 € chacun. Parce que tu as pris le compte familial, quoi, en fait. J'ai pris, tu sais, je suis sur Split. C'est un de mes meilleurs potes qui a monté ça. C'est génial. Split avec 3 i. Et en fait, tu peux partager tes. Si moi j'ai YouTube Premium, je paye 10 balles ou 12 balles. Et je crois que j'ai un compte, j'ai le droit de donner à 3 personnes. Bah, je mets mon compte YouTube sur Split. Et du coup, je vais le sous-louer. Alors, il n'aime pas ce mot-là, mais je trouve que c'est plus facile. Partager, quoi, en fait. Partager. 3,50 € à lui, 3,50 € à lui, 3,50 € à lui. Et cet argent, soit je le mets sur mon compte en banque, soit je peux moi-même l'utiliser, par exemple, pour aller sous-louer, pareil, le compte de Netflix de quelqu'un d'autre ou le compte Canal+, ou le compte l'équipe. Il peut faire un échange. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, tous mes abonnements, parce que moi, je m'abonne à tout, bah, je sais pas, ça doit me coûter 150 €. Ouais, tu les mets en partage. Et du coup, je récupère 70 ou 80 €. Quoi. Ouais, tu vois. Mais c'est super smart. Et je sais pas si c'est légal, mais... Si, c'est justement, c'est légal parce qu'en fait, tu as le droit de partager. YouTube, ah oui, d'accord. Ok, bah, si c'est le cas, c'est ultra smart. Et en plus, quand tu prends Premium, tu as YouTube Music. Donc en fait... Moi, ça, j'utilise pas. C'est quoi YouTube Music? C'est Spotify. Ok. C'est Spotify. Ah ouais, donc en fait, c'est ça que je paye. En fait, tu pourrais sauf que j'adore l'interface de Spotify. Ah, ça, je suis tellement habitué, moi. J'ai mes playlists. Tu vois, genre, j'aimerais passer sur Deezer parce qu'ils sont français et tout. Mais Spotify... T'imagines que moi, ma première chanson de ma playlist, c'est Formidable de Stromae. Pour te dire, à l'époque, quand j'ai monté mon compte, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, Donc, tu sais que moi, j'ai partagé... Quand je suis arrivé en 2010 à San Francisco, les premiers locaux, j'étais chez Rocket Space, qui était une sorte de coworking space un peu bien avant WeWork. Et j'ai partagé mes locaux avec les fondateurs de Spotify qui arrivaient de Suède. Ok. Et donc, Ek, qui était à San Francisco, je le voyais à la machine à café. Et, le chauve, là. Ouais. Et donc, son obsession, il était complètement obsédé.
On parlait tout à l'heure des neurodivergents et tout ça. Il y a une super série sur Netflix d'ailleurs, c'est The Playlist. Je l'ai pas vu, tiens, je vais la regarder. Franchement, hyper cool. C'est vrai ? Dans les séries business, ça se trouve, il y a des images de Rocket Space au début. Ouais, je le mets pas dans mon top. En fait, ça démarre même bien en Suède et tout, quoi. Ah, d'accord. Je le mettrai pas dans mon top 3 des séries business, mais largement dans le top 10, quoi. Tu vois, c'est vraiment cool. Très, très cool. Et donc, il venait et il nous montrait son délire. C'était, regarde, le bouton play, j'appuie dessus, il n'y a pas de buffer, ça joue la musique tout de suite. Et c'était ça le délire. Et ça, on le voit bien dans la série, c'était son obsession. C'est-à-dire quand il appuyait sur le bouton, tu sais, t'as l'impression que ça te mettait genre une demi-seconde. T'as l'impression que la musique était sur son téléphone. Tout langue. Hop. Il fallait qu'il rebosse. Il le dit ouais, dans la série. Mais il nous faisait chier. Tous les jours, il venait, il disait, regarde, I click and it's now. You got your music now. It's like you have your music on your phone. But it's not on your phone. Tu vois, it's on the cloud. But it's now. Et c'était son truc. Et c'est ouf que tu dis ça, mais mate la série, je te jure. J'ai pas vu. Ce genre d'obsession et tout, c'est bien montré dans un épisode où il est sur le cul de toute son équipe tech. Ouais. Parce que genre, ça prend une demi-seconde et il trouve ça trop long. Tu vois, il veut que ça soit instantané. Il a raison. Il a raison, parce qu'en face, c'est iTunes, c'est Apple, à l'époque, qui, eux, tu téléchargeais la musique sur ton téléphone. Ça prenait de l'espace sur ton disque. Et donc, lui, il disait, non, là, tu télécharges rien. C'est chez nous, c'est sur nos serveurs, mais il faut que l'expérience soit la même que ton iPod. Parce que c'était l'iPod que tu avais dans your pocket. Et d'ailleurs, c'était la campagne de l'iPod sur la musique, c'était 50,000 songs in your pocket. Tu vois, c'était vraiment ça. Mais c'était vrai, tu avais physiquement, sur un disque dur, 50 000 chansons dans ta poche. Et c'était fou. Tu vois, mais moi, ça, c'était fou. Moi, je me rappelle, c'est mon demi-frère qui avait eu à ce Noël-là, qui avait eu du coup le tout premier iPod. En plus, c'était un bel objet. Avec la roulette, là. Puis c'était tellement satisfaisant. Tu sais, le petit... Tu sentais avec la cinétique. C'était... Bon, haptique. Bon, bref, ça, on pourrait en parler pendant 1000 ans. Et je ne sais plus pourquoi on en est venu à parler de ça, parce qu'on était reparti sur la création de contenu. Non, on disait que oui, en France, on overproduce, la qualité est incroyable par rapport au contenu américain. Bon, Mr Beast à part, qui fait des trucs des vidéos incroyables. Mais même, tu regardes Barnett... je parle en B2B, là, surtout. Ouais. Mais Diary of a CEO Barnett... c'est un Européen. Et c'est super bien, la qualité. Regarde Lex Fridman. C'est de la merde. Ouais, c'est vrai. En termes de prod, Joe Rogan, c'est de la merde. Ouais, ils s'en foutent. Le rideau derrière, sincèrement, il a pris chez sa grand-mère le truc Bordeaux, là. Tu te dis, mais il s'en fout. Il s'en fout complet. C'est vrai que c'est assez ouf, quoi. Et on ne facture pas suffisamment en face parce qu'il faut que les marques comprennent que l'audience est aujourd'hui sur YouTube, dans les podcasts, et qu'il faut qu'elles transfèrent leur budget de la télévision, parce que la télévision est morte, à part si tu vends des couches pour vieux ou des fauteuils pour monter à l'étage, tu vois, et à ce moment-là, parce qu'il n'y a que des gens de plus de 70 ans qui regardent la télé. Non, et puis en plus, pour rester vraiment dans notre univers là, de la création de contenu B2B, il faut qu'ils comprennent aussi que 1000 personnes qui écoutent notre épisode, c'est pas 1000 personnes sur YouTube, sur la chaîne de Inoxtag, où il va vendre une gourde à 39 € TTC. Nous, on va vendre un abonnement Notion à $1000, quoi. Tu vois, c'est l'année. Moi, j'ai des annonceurs, j'ai de plus en plus d'annonceurs, c'est des investissements. Tu sais, il y a Matisse qui fait une plateforme pour... il ne faut pas que je dise plateforme, mais un club d'investisseurs pour investir dans l'art contemporain. Ils achètent ensemble des Picasso, des Soulages, des Basquiat, et tu fractionnes en fait une œuvre de plusieurs millions. Ils ont fait une campagne. Il m'a dit, les premières semaines, il m'a dit, mais Carlos, nous, on a des retours de malades en une semaine. Parce que... Ils font partie de tes sponsors, du coup ? Ouais. Sur quoi ? C'était sur les podcasts ou sur les... Sur Silicon Carnet. Ah, sur Silicon Carnet, campagne normale. Et ils me disent, on a des super retours, parce qu'effectivement... toi et moi, on entretient une relation avec les gens, ils nous regardent, ils savent, ils ont confiance en nous, ils ont appris à nous connaître. Et puis comme tu dis, et ça c'est l'hôtelier Mathieu qui dit ça, il dit je fais pas de la pub, moi je fais de la recommandation, c'est-à-dire que je vais jamais recommander un truc parce que
ce qui m'intéresse plus que le sponsor, c'est de maintenir ma communauté. Sans ta communauté, you're nobody. Ouais, donc si demain tu vois, Matisse, j'ai pris un billet d'avion. Je suis venu, je suis allé les voir dans leur bureau. J'ai été voir qui c'était. J'ai été parler avec leurs investisseurs. Tu vois, avant d'accepter de faire la campagne. Là, j'ai Quorum l'épargne, c'est pareil, quoi, tu vois. C'est vachement important parce que moi, je dis un truc de merde et et je suis mort, quoi. Les mecs me disent, non mais attends, Carlos, tu m'as parlé de Matisse, hein. J'ai investi dans le truc, le mec est parti avec la caisse. What the fuck, mort, là. Je suis mort. Donc, et ça a un prix. Il faut que les annonceurs ils le comprennent, ça. C'est que c'est pas eux qui acceptent, c'est nous qui acceptons de les avoir et de leur confier, de partager avec eux la confiance qu'on a créée avec notre audience et notre communauté depuis des années. Ça coûte très cher. Ouais. Sinon, on va faire des bandeaux publicitaires ou du social media ads. Vas-y. Parce que Meta n'en a rien à foutre. De toute façon, personne ne trust Meta. Mais nous, oui. Clairement. Et parce que tu vois, moi, je vois, par exemple, pour le festin, comme je t'avais dit, moi, c'est un truc que j'aurais rêvé de faire. J'avais commencé à m'enseigner. Et en plus, toi, franchement, t'as élevé comme le niveau de production quand même encore plus haut. C'est vrai qu'en plus, tu te dis qu'on est overproduced. Là, franchement, t'as mis la barre encore plus haute à ce niveau-là. Ouais. Je sais que ça coûte quand même extrêmement cher. Très cher. Comment t'as fait? Du coup, t'avais un sponsor avant ou t'as été le trouver après? Ou c'est toi qui as mis de ta poche au début? T'as fait comment? En fait, ça coûte une tonne, ça. Hein. Ça coûte une tonne. Il y a les 10 émissions. Combien de cams? Il y a 7 cams. Ah, tu vois, j'avais compté 6. Donc, tu vois, je sais pas, la 7e que j'ai oublié. Il y avait quoi? Il y avait un traveler, non? Ouais. Autour, ouais. Il y a 7 cams. Il y a une équipe, tu vois, t'as un maquilleur, t'as des chargés de prod, t'as des assistants, t'as un directeur de la photo, t'as un metteur en scène, il y a du monde, quoi. Il y a 12 personnes sur le plateau, il y a 15 personnes. C'est un tournage télé, quoi. C'est un tournage télé, la lumière et tout, le lieu. On privatise un restaurant, ça veut dire qu'il n'y a pas de clients ce jour-là. Tout le personnel est à notre disposition, cuisine, salle. Mais c'est toute la post-prod, parce que en fait, t'as 8 personnes, t'as 8 micros, avec les bruits de bouche, les machins, et l'audio, c'est le pire. C'est le pire. Moi, tu sais que mon demi-frère qui est dans la vidéo, quand je lui avais pitché le truc, il m'a dit le truc le plus compliqué, ça va être le son. Ouais. Parce que du coup, tu vas avoir 8 personnes avec des micros qui vont bouffer, les bruits de fourchettes. Tout le monde parle ensemble. Ouais. C'est ça, les gens qui papotent à côté, qui machin, et pia. Moi, j'ai Baptiste, qui est maintenant... il a commencé comme monteur, mais maintenant, très honnêtement, c'est mon producteur, avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans. C'est une histoire incroyable, ça. C'est que moi, au début, j'étais comme Mathieu et Stéphanie, j'étais qu'en audio. Un jour, Silicon Carnet, c'est full audio au début? Au début, ouais. Et il y a 6 ans aux États-Unis de Silicon Carnet. Ouais. Depuis les États-Unis. Juste podcast, vraiment, j'ai aucun agenda sur ce truc-là, je le fais pour me marrer. Je rencontre des Français super cool, on a des conversations intéressantes. Je branche un micro et puis je dis on enregistre et puis voilà. Et il y a 2 ans, un mec m'envoie un message de façon complètement improbable que je ne lis jamais d'ailleurs sur Facebook groupe, sur le groupe Facebook de Silicon Carnet. Je sais pas comment ça se fait, je suis tombé sur ce message parce que je lis pas du tout mes messages sur Messenger. Et il me dit ouais, je suis fan de ton émission, je m'appelle Baptiste, j'adore ce que tu fais, mais il faut vraiment que tu sois en format vidéo. Il faut que tu passes à la vidéo et tout ça. Et si tu veux, je peux t'aider. Je suis prof de ciné audiovisuel à Lyon. Si tu veux, je t'aide. Et j'ai trouvé, je sais pas, son message était fun. Ouais. Et c'est ce genre de message auquel moi, tu sais, j'ai un raccourci clavier qui est /écrit et ça dit hello. Ouais. Yes, tu peux m'écrire à telle adresse. Voilà. En fait, quand j'ai quelqu'un, je dis des comme ça, c'est des trucs dingue, hein. Tu vois. Et ça, en fait, tu sais, c'est marrant. Au bout d'un moment, je vais pas dire au bout de 15 ans de carrière ou machin et quoi, mais tu sais, dans la façon dont les gens ils font leur message, tu arrives à voir si tu as envie de parler à cette personne et tout. Ouais. Et moi, je dis, donc j'ai ce petit raccourci clavier là. Et sinon, j'ai un autre raccourci clavier qui est /nom et qui est un nom poli pour dire qu'on en reste là. Donc là, je me dis, il faut que je lui parle. On parle, coup de foudre immédiat. Il a la connerie que j'ai, parce que dans Silicon Carnet, on fait pas mal
de B-roll, on rajoute des trucs pendant l'émission. Et il a vraiment la connerie comme moi. Baptiste, je t'adore. Et je lui dis, bah écoute, moi j'y connais rien à la vidéo. Il m'a dit, non mais je te le fais. On fait 1 an pour le fun. Et tu sais ce que c'est de monter, de faire des émissions et tout ça. Bon, au bout de l'année, très vite, comme j'ai vu qu'on s'entendait super bien et tout ça, je lui dis non, mais je te paye. Mais on a appris ensemble sur YouTube, et lui il m'a apporté tout ça, et je pense que je ne serais pas sur YouTube sans Baptiste. Et tu vois, c'est le genre de mec, tu lui dis, ok, on fait l'émission Silicon Carnet, après on fait des off the record qui sont un peu comme toi, là, des one-to-one enregistrés en studio. Ouais, bien sûr. On va faire le festin. Ouais, bien sûr. Il n'y a jamais un non, quoi. Mais tu sais comment on va le faire. Ça va être super dur, mais c'est pas grave, on le fait, quoi. Tu vois. Et putain, mais des gens comme ça qui te disent jamais non, mais juste parce que, mais justement, tu vois la frontière. Cerveau entrepreneur, ça. Ouais. Et je pense que ça le fait kiffer. Moi, ça me fait kiffer. Et on fait le truc. Et l'audio, il m'a dit avant de le faire, comme ton pote, l'audio, ça va être l'enfer. Donc il faut. Je sais pas si tu as vu sur le festin, tu vois pas un micro. Franchement, non, mais j'étais hyper impressionné quand moi j'ai vu que l'épisode 1. Ouais. Et j'avoue, tu vois, si je suis honnête avec toi, l'épisode 2, bah en fait, c'est comme je connaissais personne dans le casting, tu vois, j'ai pas cliqué. C'est intéressant comme feedback. En fait, franchement, je pense quand même à chaque fois, il faut quand même. Tu sais, il faut toujours quand même c'est comme il faut un agent du chaos. Tu sais, des fois des films où tu dis bon, je sais pas quoi en penser, mais tu vois une tête d'affiche, tu dis je laisse la chance au film et je regarde. De toute façon, des fois, il y a des films qui sont portés par une star du film en fait, quoi, tu vois. C'est un casting. Et des fois, c'est d'ailleurs parce que la personne est là que tu vas bien aimer le film. Excellent. Tu vois. Alors que ça, que dans l'épisode 1, il y a plein de gens qu'on connaît, mais bon, moi, étant donné. T'as Guillaume Moubèche, t'as Oussama, C'est vrai qu'il y avait Moubèche, je me rappelais même plus, tu vois. Tellement il n'a pas beaucoup parlé, en fait, il a été assez discret. Mais non, il commence l'émission, il explique qu'il prend de la drogue et tout. Et c'est vrai que tellement bien fait. C'est vrai qu'il c'est tellement bien dit. Il a juste dit le mot ecstasy et. LSD. Et. LSD. C'était LSD ou un autre truc non, c'était MDMA, je crois. MDMA et LSD. Et il l'a dit au calme et c'est bien passé. Mais parce qu'il l'a dit pas de façon comme un junkie. Il n'était pas là, maintenant. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il le faisait. Et puis, j'ai trouvé super intelligent. Moi, après, je lui ai dit, je lui ai dit au montage, tu veux qu'on le garde, tu veux qu'on l'enlève? Il m'a dit non, garde-le. Ouais, c'est fou, hein. Et je pense que, tu vois, il se passe des trucs comme ça. Et non, voilà, mais t'as raison, il me faut une tête d'affiche. Bon, bah là, mais bon, là, en effet, tu vois, déjà, en fait, tu mets Oussama et Moubèche, puis t'as même Valran, qui est quand même maintenant, ouais, c'est ça, c'est l'homme le plus connecté de Paris aujourd'hui, il a 28 ans. Je lui ai dit, tu t'en es bien sorti, mon frérot, il est bon. Je lui ai dit, attention, peut-être des fois, t'as un peu trop monopolisé la parole. Ouais. En fait, on sent que Valran, il est un peu comme moi là-dessus, tu vois, tu le sens quand je parle, des fois, je m'auto-coupe la parole, tellement j'ai envie de parler, tu sais, des fois, quand tu parles, maintenant, au 160e épisode, je me contrôle. Ouais. Tu sais, des fois, j'ai envie de réagir. Ouais, mais parce que t'es ADHD, non? Ouais, un peu, peut-être. Ouais. Et parce que Valran est complètement ADHD. Ouais. C'est-à-dire que... Et on sent qu'il a envie, tu vois. Il a des fois, tu sens que mec, il y a beaucoup de monde à la table, laisse la parole aux autres. Et il intervient régulièrement dans Silicon Carnet, et c'est un des reproches qu'on lui fait. Et je sais que ça le touche. Et moi, je lui dis... fuck off. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est que tu sois toi. Et t'es comme ça. Si ça me fait chier, je te dis de pas venir. Mais si tu viens, je veux que tu sois comme tu es. Les gens s'habitueront à toi. Ouais, mais moi, en plus, je l'aime tellement, ce mec. Ouais. Les gens s'habitueront à toi. Ça prendra du temps, mais les gens s'habitueront à toi. Et sinon, ils iront voir autre chose et ils perdront quelque chose parce que quand même, 28 piges, tu sais, je prépare beaucoup les émissions. J'envoie avant chaque émission, j'en ai 2 par semaine, des notes super rédigées avec tous les talking points, les stats, les trucs. Valran, il m'envoie ses notes. C'est-à-dire qu'en plus des miennes, il fait les siennes. Non, mais c'est un malade. C'est un vrai pro. En fait, c'est un vrai gentil, vrai paid forward, tu vois, Valran. Ouais. Ah ouais, complètement. Tu vois, moi, Valran, la dernière fois que... Il dira toujours oui. Ouais. Et après, mais il est open, oui. Et il a un truc, mais je pense que vous avez la même chose. C'est-à-dire que je le sens là, on se connaissait pas avant de se voir, mais je suis tes vidéos et ce que tu fais. En fait, on est 3 podcasteurs, Mathieu, Stéphanie, toi et moi, à avoir interviewé les 3 de The Family. Mathieu, Nicolas, toi, Alice et moi, Oussama. Quoi, c'est vrai.
si vraiment vous voulez faire un avis, prenez les 3 podcasts quoi, et regardez-les à la suite. Mais Valran, et je pense que tu es pareil, Valran, c'est un mec qui, tu commences un truc et il a une sorte de tension qui monte comme ça. Tu vois. Il monte dans les tours. Mais toi, normalement, quand je fais un podcast, là, tu vois, long, je commence avec une énergie et mon énergie, elle décrue normalement. Les gens normaux, tu perds en énergie. Et ben lui, il monte en énergie. Et je pense que toi, t'es pareil. Alors, franchement, ça dépend. Et tu vois, Valran, il a ça et sa sœur a ça aussi. Ah ouais. En fait, on sent qu'ils se nourrissent de l'énergie ambiante, machin. Ça rentre presque de la transe. Ouais, alors que moi, quand même, non, je vais quand même plutôt démarrer fort et en fait, plus ça va aller. Ouais. Alors, dans un podcast où ça se passe bien, où je passe un bon moment avec la personne, je vais garder la même énergie assez comme ça. Mais tu vois, par exemple, eux, t'as déjà fait genre des dîners ou ou même des trucs after work et tout avec eux. J'ai fait. Ils papillonnent, ils machin, ils rayonnent, en fait, on ne voit que dans le truc. Et puis lui et sa sœur, c'est fou. Ah ouais. Et week-end dernier, c'était samedi dernier, j'étais à Paris. Il m'a dit viens à la maison, j'organise un apéro. Donc j'y suis allé. Bon alors il cuisine pas. Hein. Il sait pas cuisiner, machin. Et donc c'était apéro, pizza, bidule, machin. Des conversations dans tous les sens. On a parlé de trucs, des gens qui arrivent, qui partent, machin. C'est une sorte d'auberge espagnole. Son appart, c'est un bordel, pas possible. Il a rien rangé. Mais voilà, il est. Je pense que. Mais c'est une sorte de joyeux bordel très intelligent. Non, ils sont très. Moi, je le dis, hein, Valran, c'est mon mentor. Aujourd'hui, en ce moment, il m'aide beaucoup, il me conseille beaucoup. C'est incroyable que tu dises ça. Parce que justement, j'allais te dire, raconter une anecdote là, juste avant de faire le Mont Blanc, je pars dans les Pyrénées pour faire mon dernier entraînement. Ouais. J'ai 3 heures de route et je l'appelle pour lui demander un truc 5 minutes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pendant cet appel-là, c'était début septembre, qu'il me dit « Ah, mais moi, je vais être dans Silicon Carnet et tout. » Et tu sais, il me conseillait sur ma création de contenu. Mais pareil, il me disait « Alors, là, toi, tu fais ça, on comprend pas. Là, tu fais ci, tu devrais faire ça. Toi, Hugo, je te vois carrément là-dessus. » Et pendant 1 heure, il m'a mentoré sur le truc. Il te pump up, quoi, en fait. Quoi. Ah ouais, et c'est fou. Et alors, pendant 1 heure, il est avec une énergie incroyable. Ouais. J'étais excité du bocal après. Pareil, j'avais l'impression d'avoir pris de l'exta, tu vois. J'étais... Ouais. Et moi, j'adore parce que j'ai pratiquement le double de son âge. J'ai 52 ans, il en a 28. Et je trouve ça topissime. Bon, il m'appelle le boss. Avec Jules Simion, c'est pareil. Il m'appelle, j'ai l'impression d'être le vieux. Et Sixtine, effectivement, elle est pareille. Non, tu t'imagines, il a 28 ans. Qu'est-ce qu'il va être à 50 piges, ce mec? Ouais. Peut-être que c'est Valran, notre prochain président. Mais est-ce que lui, tu vois, il pourrait peut-être y aller. Il veut pas y aller. Il aime pas la politique quand même. Enfin, il aime la politique, mais il aime pas les politiques, tu vois. Je sais pas. Je crois qu'il s'est pas autorisé encore, mais et puis 28 ans, c'est très très jeune. Je crois qu'il faut avoir 40 ans pour être président. Ah ouais? Je savais même pas qu'il y avait une règle. Je crois qu'il y a une règle. Je crois qu'il y a un âge. C'est peut-être pas plus mal. Hein. Ouais, c'est pas plus con. Parce que vu la connerie dans laquelle on se dirige. On est capable d'élire un gamin de 19 ans, comme ça, je sais pas. Ouais, c'est clair. Et donc, bon, du coup, là, pour revenir donc plutôt encore une fois sur la partie création de contenu, on était parti de ça, oui, par rapport au festin. Ouais. J'étais entendu dire à l'épisode 1, ah oui, on parlait de la production, on voyait pas un micro, etc. Comme à chaque fois, on parle loin quand même. Ouais. Et non, et je te dis, et aussi, je n'avais pas sorti le festin 1, donc c'est difficile d'aller choper des invités. C'est vrai que de base, on parlait de ça, oui. De choper des invités quand les gens n'ont pas vu ce que tu as fait, quoi. Maintenant, aujourd'hui, avec les premiers sorties, c'est quand même vachement plus simple. Parce que là, 3 et 4, ils sont déjà tournés? Ou ce que tu tournais hier, c'était 3 et 4? C'était 3 et 4. Ok. Donc là, j'ai tourné cette semaine 3 et 4. Et là, j'ai du lourd. Donc, quand tu me l'as dit ici ou tu l'as dit en off, là, les invités là, du 3 et 4? Je sais pas, j'ai Laurent Alexandre, j'ai Jonathan Guéloff, j'ai Éric Larchevêque, j'ai Kelly Massol. J'ai. Sixtine. Ah, mais j'ai vu les stories. Ouais. C'était hier. Ah, elle a fait des stories? Ouais. J'ai pas vu. Elle a tout disclaimé, là. Donc, la garce. Mince. Donc, j'ai vu Kelly qui était dedans et tout. Ouais. J'adore aussi. Ouais. Très sympa. Donc, voilà, ça c'est, de toute façon, c'est une boule de neige. Donc, mais il faut que le 3 soit bon. Donc, il faut que tu arrives. En fait, il faut que tu arrives vraiment à l'ancrer. C'est pas gagné, hein.
c'est pas du tout gagné. Mec, pour que quelque chose devienne un rendez-vous, ouais. Je sais pas, je dirais il faut au moins 15-20 épisodes. Ouais. Bon, peut-être pas autant. Peut-être qu'au bout de 10-12 déjà, si... mais c'est dur d'avoir du lourd à chaque fois. Parce que c'est ça, c'est que toi, à chaque fois, c'est quoi? C'est 7, 6. Et en fait, à chaque fois, dans 6, je pense que non, mais il faut pas... le casting type, parce que ça, en fait, il faut pas tout donner à chaque fois. Genre... Et puis quand on a 6, il faut pas que tu aies 6 stars. Parce qu'il faut pas qu'ils se marchent dessus. Non. Donc peut-être que là, tu commences à avoir un playbook ou pas? De se dire, maintenant, mon casting parfait, c'est dans l'idéal, je sais pas, 3 hommes, 3 femmes, deux grandes gueules. Alors ça, je me dis pas ça. Je sais, les féministes vont me détester. J'en ai rien à foutre qu'il y ait 3 hommes, 3 femmes. Il n'y avait pas de femmes au premier. Ouais, ça, je me rappelle. Mais Pascal, t'avais dit non aussi. Parce que je l'ai dit à personne. Tiens, je vais te le dire. Marlène Schiappa m'a planté 3 heures avant le tournage. C'est laquelle, Marlène Schiappa? C'est l'ancienne ministre. Ouais. Ah oui, là, t'as vu qu'il y a une dinguerie là et tout. Ouais, c'est frité, je sais pas. Mais voilà, j'ai eu mais ça arrive, hein, et pour des bonnes raisons. Hein, je sais pas, machin. Mais voilà, et puis une autre. Et donc, j'ai dû trouver en urgence, la veille, l'autre m'avait planté la veille, Marlène quelques heures avant. Et j'ai dû trouver des remplaçants. Paul Lay. Tu sais que pareil, lui, c'est l'un de mes entrepreneurs préférés. Non, mais il est extraordinaire. Hein. Quel mec. Extraordinaire. Et donc, ouais, dans mon réseau, j'ai plus de mecs que de femmes. Hein. Mais quand j'ai quand même appelé quelques femmes. Mais elles m'ont dit non, mais attends, mais moi, je suis pas prêt. Il y a qui elles vont me détester quand je vais le dire, mais c'est ce qu'on m'a répondu. Mais tu comprends, j'ai pas de ma tenue, je suis pas allé chez le coiffeur, je peux pas venir dans 3 heures, c'est pas possible. Mais je comprends, et c'est pas une critique, je comprends qu'on puisse dire ça parce que l'image chez les femmes, elles se font défoncer. C'est moi qui modère les commentaires, hein, donc elles se font vraiment défoncer sur le physique. C'est très dur d'être une femme et de passer dans des vidéos et des YouTube parce qu'il y a des gros connards online qui ont des commentaires ultra dégueulasses quoi, avec les femmes. Donc voilà, mais non, mais tu verrais qui par exemple toi? Qui est-ce que tu penses que je devrais inviter? C'est vrai que tu vois, là il y avait une Kelly Malsol, c'est quand même assez cool. Elle a été top. Carole, la CEO de June, tu l'as déjà eu ou pas? Elle est très très cool aussi, Carole. Ouais, ok. Puis en plus elle a l'habitude, pareil, elle avait fait la même émission d'M6. Merde, j'ai pas monté. C'est Carole Juge. Et alors Carole Juge. Je suis désolé, parce qu'en plus je l'aime beaucoup, mais j'arrive jamais à dire son deuxième nom de famille, qui est plutôt un nom d'artiste. D'accord. C'est Lewitt, un truc comme ça. Tu tapes Carole Juge. Ok. Et la marque c'est June. C'est la CEO de June, Joone. Après, plus dans la sphère LinkedIn, une Caroline Mignot, ça va être une bonne... Caroline, c'est une copine. Ça va être une bonne cliente, dans tous les cas. Et puis, elle va dire des choses intéressantes. Sixtine, t'as déjà eu. Attends, je cherche dans toutes les femmes là que j'ai eues récemment. Une nana que j'adore et que j'ai eue dans ce fauteuil, elle s'appelle Diane Benamou. C'est la CMO du groupe Jaws. C'est Splasher. Je sais pas si tu vois, c'est ceux ils sont dans la vidéo. Un mec qui s'appelle Jérémy Bendayan, il te dit quelque chose? Non, je connais pas. Bon, elle, Diane Benamou, grosse créatrice de contenu, 1,5 million sur les réseaux. Wow. Et très branchée IA, elle me parle que de ça. Okay. Et elle est, franchement, elle est impressionnante de créativité, d'intelligence. Donc, franchement, je pense hyper bonne cliente. Et elle n'a pas peur d'y aller? Non, franchement... Parce qu'il faut être cash, hein, c'est ça, hein, c'est que quand tu as des c'est un exercice, tu vois, il y a des gens qui me disent « Ouais, la parole n'est pas répartie équitablement. » Bah non, c'est pas une interview, on n'est pas à la télé, c'est comme dans un dîner. Toi, des fois, on le voit quand même, tu essayes un petit peu... J'essaye de relancer à droite, balancer l'orchestre. Mais des fois, ça ne marche pas. Et je pense que, quelque part, c'est une information, ça dit quelque chose aussi. Tu vois, si quelqu'un est plus discret, tout ça... c'est quelque part aussi une information sur le contenu. Donc, je lance des perches, j'essaie de créer des trucs, mais ça marche pas, c'est pas grave. Et tout le monde n'a pas le même niveau de parole parce que quand vous faites des dîners avec vos potes, c'est pareil. Quand vous invitez vos amis à la maison, tout le monde ne parle pas équitablement. Et tu n'es pas le CSA, tu ne repars pas à la fin du repas en disant « Ouais, ben lui, il a parlé moins que moi, lui, il a parlé plus que moi. » Non, bah c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, en plus, des fois, tu es super en forme. Jonathan Angelov, il était dans une forme olympique. Je le reçois la semaine prochaine. Ouais, Jonathan, il est top, Jonathan. C'est un gros... il est obsessionnel.
il est sur tous les détails. Il carbure à. Il est full immobilier lui maintenant. C'est à fond, il est à fond sur ce sujet-là. Pareil, très, très gentil, très. Un parcours incroyable. C'est un mec qui d'une résilience de fou, un peu comme Kelly aussi, qui a eu. Et regarde, ça c'est une question intéressante. Tu vois, moi en fait, j'ai souvent tendance, tu vois, quand on parle du pay it forward, tu vois, en fait, en gros, pay it forward pour expliquer aux gens, en fait, c'est simplement donner pour recevoir plus tard. Ouais, ou donner sans attendre quelque chose en retour. Non, mais à court terme. Tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Voilà, mais en fait, c'est que quand, par exemple, si je te donne quelque chose, en fait, en gros, en effet, pour recevoir plus tard, mais pas forcément par toi. Ça peut être par quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, en fait, c'est ça. Moi, c'est plus dans le sens du karma. Il y a des ricochets. Et je me dis, en fait, c'est plus tu fais des choses bien, tu fais des choses bien, et en essayant vraiment de te détacher vraiment moralement de toute envie de recevoir en retour. Ouais. Et ben, je me dis qu'à l'échelle d'une vie, normalement, le karma, il va récompenser ces gens-là. Ça, c'est évident. Et moi, je remarque que, franchement, tous les entrepreneurs qu'on admire, qui ont vraiment réussi, et tu vois, c'est un peu dans la culture française de dire, s'il a vraiment autant réussi, s'il est autant sympa, c'est louche. Il cache forcément quelque chose. Il a dû piquer quelque chose aux autres. Et alors qu'en fait, moi, je pars du principe que, en fait, non, parce que je pense qu'à un moment donné, pour durer et être là aussi longtemps, etc., et réussir autant, alors il y a des fils de pute qui arrivent à réussir, il y a des anomalies dans la machine. Je confirme. Mais j'ai l'impression que 90% des gens qui réussissent sont des gens bien. Tiens, je vais te le dire, je ne l'ai jamais dit. Le festin 1 ou 2, je ne sais plus, j'ai envoyé un message à Marc Simoncini. Que je connais, on se connaît pas, on n'est pas potes, quoi, tu vois, où je lui explique, je pitch le festin, il m'a renvoyé un message avec un emoji, palm face, sans un mot. Ben, c'est dégueulasse, c'est nul. J'avoue, c'est pas ouf. C'est naze. Tu vois, tu peux me mettre, non, Carlos, mens-moi à la limite, je suis pas disponible à cette date, machin, etc. Et tu vois, tu parles de karma, bah c'est un très bas de karma. Ça m'a fait de la peine. Ouais, j'avoue. Je lis ça, quoi. En décevant, fait, je m'emmerde à faire un truc, je mets de l'argent sur la table, j'essaye de faire un truc sincère et honnête. Je pense à lui parce que je pense que c'est quelqu'un que... Si je pense à lui, je n'invite que des gens que j'apprécie ou que j'admire ou que je pense sont intéressants. Bah, je te jure que le jour où je l'ai gardé, je l'ai gardé précieusement, ce mail-là. J'ai trouvé ça... ça m'a fait de la peine. T'as répondu ou pas ? Non, bien sûr que non. Je veux pas faire... Oui. Voilà, mais je m'en souviens. Et il aurait pu me dire non, c'est pas un truc qui me plaît. Il y a plein de gens qui m'ont dit tu me dis ça me plaît pas. Xavier Niel, je lui ai envoyé le même message. Mais tu sais, le jour où t'as Xavier Niel, putain, pépitas. Mais je voulais faire mais Xavier il m'a envoyé un message en m'expliquant pourquoi il venait pas. Ouais. Et je l'ai aussi. Et un message de 10 lignes. Il m'a répondu tout de suite. Il m'a pas envoyé un truc avec un palm face. Il aurait pu, Xavier Niel. Pas répondre. Mais il le fera jamais. Limite, vaut mieux pas répondre. Mais ne réponds pas. À la limite, dis ton truc s'est perdu dans le spam. Mais quand tu envoies un palm face, c'est que tu as envie de faire mal. Ouais. T'as envie de dire, putain, c'est pathétique. T'es vraiment une merde, quoi. En fait, tu crois vraiment que je vais m'abaisser à venir à ton truc, quoi. Bon. Et Xavier, je voulais faire un festin avec toute son équipe parce qu'il a plein de monde. Avec la fille qui dirige Iliad maintenant. Roxane de Station F, Jean de Kima. Ah, ça, c'est sympa. Et pour le coup, Alexis. On les a jamais tous vus au même endroit. On les a jamais vus. Alors, tu vois, peut-être que c'est la même personne, en fait, s'ils n'ont jamais été vus au même endroit. Peut-être. Comme dans Scooby-Doo. Ouais. Il s'enlève le masque. C'est que des Xavier Niel, en fait. C'est Xavier Niel sous le masque. Et non, mais j'aurais trouvé intéressant de mettre toute l'équipe, toute la constellation Xavier Niel autour d'une table, parce que c'est vrai qu'il fait... Moi, je l'appelle Xavier Noël, c'est le Père Noël de la French Tech, de faire un dîner avec tous ces gens-là dans son truc. Mais je pense que je ne fais pas assez de vues pour lui encore. Ouais, normal. Soon. Là, tu l'as vu là quand il a été dans le podcast là, du joueur de foot là, Tchouaméni, ouais. The Bridge. Ouais. Il était lui, il y avait Inoxtag. Ouais, il y avait Inoxtag.
Ils ont fait 500 000, 1 million de vues ou un truc comme ça. Il y a des fulgurances, mais pareil, tu vois, je trouve que ça, vu le casting, ils auraient pu faire mieux. Il y a des moments que c'est... On voyait la mayonnaise, elle avait du mal à prendre. Ouais. Et c'est peut-être le format, en fait, où ils sont tous en arc de cercle. Alors qu'en effet, là, tu mets ces mêmes personnes en train de bouffer. Ils oublient... En fait, les gens oublient la caméra. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, il y a un truc... le fait de manger, surtout en France, c'est un acte de partage. Tu manges pas avec n'importe qui. Tu partages pas ta table et tu partages pas un repas. Il y a un truc biblique pratiquement, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le festin. Hein. C'est une référence à la fois biblique, mais aussi à William S. Burroughs, Le Festin nu, le livre de la Beat Generation, et que tu es un peu punk comme ça, et je t'emmerde. Mais je trouvais intéressant les deux. Le festin, c'est un moment de vérité, de partage, et aussi de révélation dans la Bible. Voilà. Et je pense que ce format-là est de bouffer ensemble et de manger et de partager. Il y en a qui est tellement naturel, mais en même temps tellement significatif qu'il se passe un truc. Ouais, de ouf. Et des fois, tu n'auras pas de bol. Des fois, la mayonnaise, elle ne prendra pas entre les gens. Alors, des fois, tu auras un bon casting. Ouais. En général, quand tu prends des bons clients, tu augmentes tes chances comme que ça marche. Parce que je sais pas, parce que là, je suis pas encore rentré en montage sur le 3 et le 4, ça a été tellement le feu, ils parlaient tous ensemble, je sais pas si ça va donner quelque chose à la fin, mais je pense qu'on va y arriver. C'est beaucoup de travail de montage. Là, on a chaque festin, on a peut-être 10 jours de montage, 15 jours de montage. Genre avec 10 jours plein, homme. Ouais, putain, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Rien que le son, l'étalonnage, le bidule. Déjà, faire le dérush, qu'est-ce qu'on garde? J'enregistre 2h30, 3 heures. Hein. Et tu fais un épisode de combien? 50? 1 heure. Ouais. Et il faut pas que ça fasse plus d'1 heure. Non. Même 1 heure, je pense... Les gens disent qu'ils voudraient que ce soit plus long, mais je pense qu'il faut non, que ce soit 1 heure. Peut-être 1h20, mais... non, moi, le bon... Tu sais, souvent on dit, le format un peu document, c'est de 52 minutes. Ouais. Tu vois, c'est... Toi, ça fait combien le Mont Blanc? Le Mont Blanc va faire ça 52 minutes. C'est un 52. Okay. Moi, au début, je voulais faire 1h30. Ils m'ont dit, Hugo, fais 52, tu verras, ça va être la bonne durée. Donc, ça veut dire que c'est comme Proust qui disait, je crois que c'est Proust qui disait que la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Ouais, pas mal. Et quand tu dis que Proust faisait des bouquins qui étaient, tu vois, des pavés comme ça, tu te dis, mais les mecs... Bref. Mais c'est dur, parce que tu l'as dû le voir là dans... Qu'est-ce que tu coupes? Alors moi, je peux pas, tu vois, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est que je suis obligé de remettre... je fais une coupe. Parce que toi, en plus, tu peux pas le déléguer, ça. C'est-à-dire que toi, tu es obligé d'être hands-on là-dedans, dans ce que tu gardes et tout. Quoi. Le dérush, on appelle le dérush, c'est moi qui le fais, tout seul dans mon DaVinci. Mais tu vois, je fais un premier dérush, je vais peut-être enlever 20 minutes ou 10 minutes. Et je suis obligé de le laisser 1 jour, 2 jours, et je vais y revenir. Parce que je peux pas, tu vois, je peux pas enlever 1h30 d'un coup. Et je reviens, je réécoute le truc. Moi, l'épisode, je peux plus le voir. Hein. Je l'ai écouté 250 fois. Ouais, tu m'étonnes. C'est l'horreur. Et donc, je réécoute. Et là, je suis là, bon, ça, ok. Là, et ça prend un temps. Mais ça, il faut que tu apprennes à quelqu'un très vite. Enfin, après le 10e épisode, il faut que tu apprennes à quelqu'un à le faire et à faire confiance à... C'est moi qui fais ça. Ah ouais, vraiment, ça te Et après, j'ai fait mon dérush, j'ai mon minutage, je sais que j'ai mon heure ou un truc comme ça. Et après, Baptiste va faire, parce qu'en fait, lui, il m'envoie un ours, quoi, tu vois, où les caméras, on s'en fout, le son n'est pas topissime, machin. Et après, lui, il va faire le mastering, l'étalonnage, les changements de caméra, les trucs, les beauty shots, les bidules, qui est un autre boulot de fou, quoi. Ouais, non, putain, c'est hardcore. Non, c'est hardcore. Mais moi, j'adore parce que je découvre... c'est un métier, quoi. C'est un truc... et moi, je trouve dingue qu'avant, c'était un métier qui était réservé. Il fait de la télé, tu vois, qui faisait que ça et tout ça. Et alors, ça coûte de l'argent, hein, tu sais, même là, les gens ne voient pas, mais ça doit être des Alpha 7, là, de chez Sony ou un truc comme ça. Ouais, c'est des Alpha 7. Ouais. Bah, avec les optiques et tout ça, là, plus les lumières, c'est 20 000 balles. Ah oui, là, il y en a pour un bon matos, quoi. Ouais, les micro-chours et tout, ouais, c'est 20 000 balles. Mais en fait, c'est cool parce que, tu vois, du coup, moi, en fait, j'ai toujours été passionné quand même par le monde du cinéma, un peu par le monde de la télé. Et en fait, moi, mon rêve, c'était de réaliser des films, d'être journaliste. Après, quand il y a eu les youtubeurs, je rêvais d'être youtubeur. Donc, en fait, tu vois, là, je suis un peu à 37 ans en train d'entrer vraiment
en fait, dans ce que je rêvais, tu vois. Mais j'en ai 52, t'imagines? Ah, non, mais c'est pour ça que c'est jamais trop tard, tu vois. Ouais, bah non, mais bon, par contre, note à vous, les plus jeunes, en vrai, si vous avez envie de faire des films, vous avez juste besoin d'un truc qui filme, comme dirait Orelsan, quoi, tu vois. Donc, faites-le tout de suite, quoi. Mais tu sais, tu m'as dit, ouais, je rêverais de faire, j'aurais rêvé de faire un truc comme Le Festin. Et je t'ai répondu, je sais pas si tu l'as vu, ce commentaire que je t'ai dit. Mais fais-le. Mais oui. Parce que c'est pas parce que moi je l'ai fait, je l'ai fait. Bien sûr. Mais toi, tu l'as pas fait. Et ce que tu feras, ça sera pas comme moi. Non, mais le fait de filmer un dîner, personne peut protéger le fait de filmer un dîner. Carrément. Donc, on s'en fout que je l'ai fait. Fais-le. Ça sera ton dîner, ça sera tes gens, ça sera ton style, ton lieu. Ça n'aura rien à voir. Et il faut pas... Je pense que ça, tu vois, on parlait de limites qu'on se met dans la tête. On a souvent un peu ces limites-là à se dire « Ouais, mais lui, il a déjà fait ça et machin, il a déjà fait ça. » T'imagines, moi, je vis aux États-Unis, la taille de l'Amérique, forcément, tu as un mec qui l'a déjà fait. Hein. Clairement. Donc, si on doit s'arrêter à ça, voilà. Et ça, c'est un Américain qui m'avait dit ça. Il m'a dit « Yes, someone did it before, but you never did it yourself. » Ah, ok, donc c'est pour ça que tu m'as dit cette phrase. Et oui, et je t'ai passé cette balle-là parce que mais je l'ai laissé dans ma liste, hein, et je le ferai, mais fais-le. Mais du coup, je le ferai différemment, dans un autre style et tout. Exactement, tu le feras à la Hugo Benz et qui sera forcément différent de la Carlos Diaz. Ah, c'est cool. Et là, tu parlais du coup des épisodes 3 et 4. Là, en fait, dans toute la liste d'invités, là, ce ne sont pas tous dans le 3. C'est genre, il y en a un peu dans le 3, un peu dans le 4. Ouais. Et comment tu fais ça? C'est-à-dire que toi, tu te tapes 2 dîners de suite, là, quand tu fais ça? C'est pas trop long, la journée, tu dois te lessiver. Mais il paraît que la télévision, Kelly Massol me disait qu'elle avait fait un truc chez M6, les mecs, ils font des dîners, il y en a un à 7h, un à 10h. Le mec, il fait 2 dîners dans la soirée. Moi, je sais pas comment il fait parce qu'ils mettent une prod en place et ils filment 2 dîners de maintenant. Donc, moi, je fais 2 dîners, 2 jours. Ah oui, c'est sur 2 jours quand même. Lundi, mardi, on en a filmé un le lundi, un le mardi. Je suis exténué à la fin. Parce que en fait c'est pas physique, mais je sais pas toi, mais moi j'ai le trac, hein. je suis hyper excité, mais putain, je vais au chiottes 12 fois avant de faire le truc. En fait ce qui me fait chier dessus, c'est comment je vais lancer le dîner. Ah ouais, ok. Mais tu l'as pas ça dans les podcasts? Ça va être quoi ma première question? Ah bah alors du coup moi je me suis enlevé cette angoisse. En fait on small talks et ils sont derrière, t'as vu, ils font leur réglage. Et puis dès qu'ils me disent on rec, et ben en fait je dis à la personne on continue notre discussion après le clap. Donc par exemple si on est en train de parler genre de ton épisode 3, bah tiens t'es en train de faire l'épisode 3 du Festin, t'es en train de me dire ça, tu vois. En fait, on le commence comme si on... Et ça, en vrai, je l'ai pas inventé. Je me suis inspiré de Matt. Je trouve qu'il le faisait pas avant. Et depuis 2 ans, en fait, on voit qu'il le fait. En fait, on voit qu'il a appuyé sur le bouton et puis... Non, ou alors limite, il prévient même pas la personne en face de lui que ça continue. Il a raison. Comme ça, en fait, ça reste naturel. Parce que sinon, au début... On est un peu dans l'élément de langage, tu vois. Et après, tu vas avoir des phrases à la con du genre bonjour. Je suis très content, merci de m'inviter. Voilà. Et tout. Alors ça, je déteste, quoi. Tu vois, je veux pas du tout de ça, quoi. Ouais. Non, et j'essaye. Mais même, tu vois, je me dis ok, mais comment je vais lancer? Alors bon. Comment t'as fait là pour le 1? C'est quoi la première phrase? Comment tu le lances? Je me rappelle même plus. Le 1, je l'ai fait comme tu as dit. C'est-à-dire qu'au moment où on se tient la main, on fait un bénédicité ou on fait une prière pour l'intelligence artificielle. Je sais pas comment c'est venu ce truc. Mais en fait, après, c'est pas mal aussi de trouver un gimmick qui se répète. Ouais, mais bon, là, c'était le festin plus une prière. Je me suis dit, les mecs vont croire que Pierre-Edouard Sterrin va sponsoriser ce machin. Donc, je me suis dit, it's too much, même si j'aime beaucoup Pierre-Edouard. Voilà quoi. Mais non, il n'est pas sponsor de l'émission. Et là, les épisodes 5 et 6, c'est déjà prévu? Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Ah, parce que tu les as pas encore payés, sponsors là, du coup, ceux-là. Ah, la saison est vendue. Et une saison, c'est combien d'épisodes? 10. Ah, donc tu as déjà vendu les 10, c'est prévu les 10. Les 10 ont été vendus et 50% a été payé. Donc, je ne peux plus faire machine arrière. Ah, donc c'est trop bien. Donc, du coup, de toute façon, il n'y a rien de mieux que d'être dos au mur. Voilà. Donc, je suis dos au mur. Il faut que je fasse mes 10. Et puis, ouais. Bah écoute, c'est cool. T'as déjà des idées d'invités là pour les prochains que tu peux dire? J'ai quelques noms. Sachant que l'épisode là, potentiellement,
il peut passer genre début janvier là. Ah, cool. Écoute, j'ai suivi cette semaine la polémique avec BHV et Shine. Et Chine, ouais. Chine, je sais pas comment vous dites. Ça serait marrant d'avoir Frédéric Merlin. Donc le mec de... Bah ouais. L'ennemi public numéro 1, quoi. Ouais. Moi, j'adorais la voir, quoi. Lui, il est en train de se faire une petite noto assez bizarre, quand même. Voilà, et je pense qu'il y a, en plus, c'est d'une hypocrisie assez folle, cette histoire, parce que, bon... un Français sur 3 achète là-bas, donc... Bah ouais. Donc, il y a ça. Et puis, Amazon fait déjà ça depuis des années, mais sauf que Amazon arrose tout le monde en France, donc personne ne leur gueule dessus. Les trucs qu'on achète, c'est de la chinoiserie aussi, hein, donc... Allez sur Amazon, il y a de la merde. Vous pouvez acheter des croix gammées sur Amazon. Hein. Ouais. Donc, voilà. Et ça pose pas de problème. Non, je pense qu'en fait, la polémique vient que Amazon est online et que là, il a foutu son magasin dans le Marais, donc chez les bobos bien pensants, et qu'il y a un envahissement physique de leur espace vital. Et je pense que ça, c'est t'as vu, là, ils étaient tous dégoûtés et tout, parce que en vrai, il n'y a pas eu une énorme manifestation. En fait, les journalistes se sont emparés de ce truc. Ça, bien sûr, le tribunal populaire en commentaire, parce qu'en fait, de toute façon, en commentaire, les gens font toujours beaucoup de bruit. Mais en fait, je pense, si tu fais un vrai sondage auprès des Français, je pense que beaucoup s'en battent la race, en fait. Ouais. Ben, j'aimerais bien avoir, par exemple, imagine, je crois que c'est Frédéric, hein, son nom, je ne veux pas dire le connerie, Frédéric Merlin, je ne connais pas, avec un Pierre-Édouard Leclerc. Pierre-Édouard Leclerc, c'est qui? Le mec de Leclerc, des magasins Leclerc. Il s'appelle Pierre-Édouard? Non, c'est pas Pierre-Édouard. Non, pardon. Édouard Leclerc. Michel Édouard. Ah oui, tu m'as fait... Michel Édouard. Parce que tu as parlé de Stérin, je pense que tu t'es mélangé. Ouais. Michel Édouard Leclerc, Frédéric ça serait fou. Merlin. Attends, un truc autour de la distribution, du e-commerce. On pourrait prendre des gens de e-commerce. Franchement, t'as le nouveau PDG de Cdiscount. J'ai l'impression qu'il veut pas mal se mettre en... Ben ça serait bien, ça. Il veut pas mal se mettre en avant en ce moment. Voilà. Et on peut prendre aussi des mecs qui font... Tu prends Guillaume du Slip Français. Et le Slip Français, génial. Et celui qui vient de reprendre Tupperware. Ah oui, comment il s'appelle, merde, celui qui a fait Apivore. Ouais, Apivore. Ah, le blond là, merde, je sais pas son nom. Ouais, on va trouver. T'as pigé. Lui, il prend le reprenariat et tout. Ah ouais, mais là, on n'a toujours pas de femmes, tu vois. Donc, il me faut 2 femmes. L'ex de la Redoute, la fille qui avait remonté la Redoute. Qui c'est qu'on a dans le e-commerce en France? Ben voilà, dites-nous. Non, j'aurais trouvé d'ici là, mais... et tu vois, mais... Et quand même, dites en commentaire là, les femmes qui font inviter dans le festin. Voilà. Dites-moi. Mais dites-moi si vous les connaissez et que vous pouvez faire une intro. Parce que, et envoyez un message directement à Carlos, ce qui reviendra pas voir dans les commentaires. Ouais, exactement. Mais ça pourrait être un bon... Ça serait un bon épisode. Ouais. Mais tu vois, moi, tu vois, quand j'adore, ça, je fais plutôt ça le soir, quand je prends mes feuilles blanches sur Notion, et que j'imagine les formats, ou que j'imagine du coup la liste des invités, et je dis, lui, ça matcherait bien avec lui, et lui, après, je me crée mes messages, et je vais les reacher et tout. Est-ce que tu imagines, moi j'imagine la Minia avant de faire l'émission? Alors, moi, je le fais pas, mais par contre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ah ouais? Parce qu'en fait, il paraît qu'il faut vraiment limite faire la Minia et avoir le titre de la vidéo avant de la faire, parce que du coup, ça va, même toi en tant que host, en tant que chef d'orchestre, sans t'en rendre compte, t'as quand même, enfin, si tu t'en rends compte, tu as quand même un rôle, en fait, de là aussi où tu vas un peu amener les discussions. Et donc, si tu as déjà la miniature en tête, parce que, tu vois, aujourd'hui, par exemple, là, tes miniatures, ce qu'elles mettent en avant, le fait que c'est un festin avec des gens. Le casting. Et peut-être que ça, c'est pas la bonne chose. Peut-être qu'en fait, il faut plus que tu mettes la miniature et le titre en avant sur ce que vous avez dit. Parce que là, par exemple, tu vois, tu regardes la miniature du festin 1, et encore mieux là, le festin 2, tu vois, le festin 2, je n'ai pas cliqué parce que je ne connaissais personne. Et en plus, comme je vois juste des têtes qui vont autour de la tienne... Et que tu ne connais pas. Et je sais même pas de quoi vous allez parler. Alors que si je vois le titre, etc., peut-être que du coup, je ne rentre pas par les têtes, mais je rentre par le titre. Et en plus, je peux faire du A/B test, c'est-à-dire que je peux en faire 3. Exactement. Avec 3 messages, avec 3 têtes, ouais. Exactement. Merci du conseil. Ouais, mais en tout cas, tu vois, c'est un conseil que je ne m'applique pas encore, mais que je me suis noté pour 2026. Il faut faire les miniatures et il faut faire les titres avant, quoi. Okay. Je regardais ma montre parce que du coup, j'arrive à la fin. Parce que à 18h... Il est quelle heure? Il est 55. 18h?
Non. Dès 7h. 17h55. Toi, t'as un dîner à 19 ? Ouais. Tu dis nous ça ? La maison des polytechniciens, ça existe ? Pareil. Bon, ouais. Possible. C'est quoi, c'est un truc où t'es invité ? Oui. Apparemment, c'est visiblement rive gauche. Ok. Donc, voilà, ça s'appelle la maison des polytechniciens. Je crois que c'est dans le 5e. Right. C'est Maxime Paradis qui m'a invité. Maxime Paradis, ouais, oui, en plus tu me l'as dit tout à l'heure, que j'aime beaucoup et que j'embrasse s'il écoutera je lui dirai ce soir. Tu le passeras le bonjour de ma part. Bon, en tout cas, merci Carlos, franchement j'ai adoré. Moi aussi, c'était un vrai plaisir. Il faut maintenant que tu viennes dans le mien. Franchement, mais avec plaisir. J'attends l'invitation, j'attends le petit carton, je suis très vieille France. Et moi j'ai impatience de regarder ton expédition dans le Mont Blanc. Et écoute, t'es là le 4 décembre ou pas ? Non, tu m'as invité, je suis pas là. Tu seras à c'est la Creator Week. Et il y a la Creator Week après le 9 et 10. D'accord. Et tu vas avoir un prix pour ça, non ? Non. Bah si. J'espère qu'ils vont me réserver un talk comme l'année dernière. Quand même, il faut que ça sera juste avant, donc il faut que tu en parles. Chalin, Joka, Pierre. Karim, franchement, faites-moi un petit kiff. Quoi, en fait, si vous supportez pas ça, vous supportez quoi en fait quoi. Inoxtag, ils ont pas besoin de vous, quoi, en fait. Hein. Ils supportent beaucoup, ils m'aident beaucoup, je les aide beaucoup. Et c'était super le truc de l'Everest de Inoxtag. Moi, ça a été total. C'est ce qui m'a dit. Allez, ce truc est dans ma liste, je le fais. Moi, j'ai dévoré le truc. Je l'ai vu tout seul. Après, j'ai vu avec ma fille, et après, j'ai vu avec ma mère. Tu vois. Ouais. Non, c'était top. Franchement, ça, tu vois, moi, ça m'impressionne parce que je vois tout le travail derrière la production, toutes les parties prenantes. Ouais. Ça, moi, ça me passionne, mais total, quoi. Ah non, on se rend pas compte du boulot. Ouais. Pareil, il faudrait que tu aies des youtubeurs aussi. Tu vois, mais même si toi, tu veux peut-être rester très entrepreneur, non ? Non, moi, j'aime bien, là, tu vois, ce qu'on vient de faire là. Je pense que c'est un truc aussi qu'il faut... c'est très américain, ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que c'était pas une interview, c'était une vraie conversation. Ce que fait très bien Joe Rogan ou des choses comme ça. Je pense que c'est ça, ce que les gens, ils cherchent aussi ça, quoi. C'est-à-dire où c'est... j'en parlais d'ailleurs avec Mathieu Stéphanie et Andrea Ben Saïd de Little Big J'aime beaucoup Andrea aussi. Ouais. Et il me disait, on me reproche beaucoup, Andrea qui me disait, on me reproche beaucoup de couper la parole et tout ça. Je dis, mais nous ne sommes pas des journalistes. Hein. Oui. Donc, moi, je viens et j'ai appris plein de trucs, je te remercie, et j'ai eu l'impression d'avoir une vraie conversation. J'ai pas eu ça me fait chier, des gens qui n'ont que des questions à me poser. Je ressors, je dis, j'ai donné, mais j'ai rien reçu. Mais là, moi, j'aime bien parce qu'en effet, là, Et tu vois, j'essaie d'aller de plus en plus là-dessus. Là, j'ai l'impression de ne pas avoir fait une interview. Après, c'est parce que toi, tu es un bon client aussi. Ouais. Tu vois, tu rebondissais. Dès qu'on faisait un truc, tu vois, on a fait énormément de digressions. Moi, j'adore les digressions. Tu vois, des fois, pour revenir, tu vois, il fallait qu'on refasse... mais tu m'as donné des trucs. Pas comme ça. Tu m'as donné des trucs et je repars un peu plus, tu vois, riche de quelques trucs. Donc, merci pour ça. Bon, en tout cas, c'était trop cool. J'ai adoré cet épisode, Carlos. Génial. On va remercier aussi nos amis de Studio Stories. Oui, elles sont géniales, là, ces 3 filles là, que j'ai vues en haut. Quoi. Ouais, c'est super pour le super setup. Il y en a d'autres. Hein. Du coup, là, j'ai fait que cela pendant 2 jours. Mais écoute, en plus, moi, c'est à côté de Montparnasse. Comme ça, après, j'ai mon train. Tout de suite après, là, je rentre chez moi à Bordeaux. Le sponsor du podcast, je ne sais pas qui ça va être encore, mais je l'embrasse. On l'embrasse. Et évidemment, si vous êtes sur YouTube... On l'embrasse parce que c'est vachement important de supporter. Ouais, franchement, tous les annonceurs, tu vois, il faut plus qu'on les mette en exact parce que, franchement, sans eux, on ne peut pas produire des trucs cool. Et déjà que c'est beaucoup d'énergie. Alors, en plus, si on le fait mais plus que gratos, parce que alors, travail gratos, je peux le faire pour la création de contenu. Mais là, c'est que ça nous coûterait très cher, tu vois. Donc, merci à eux, on les embrasse. Si vous êtes sur YouTube, évidemment... Likez, abonnez, partagez l'émission. Toi, le festin, tu as créé une chaîne exprès ou c'est chez toi ? Non, je l'ai fait sur Silicon Carnet. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne idée. Je vais peut-être dû créer une chaîne. Tu sais que moi, pareil, là, parce que moi, maintenant, je vais faire beaucoup plus de contenu, vraiment plus moi, Hugo Benz, tu vois, des formats. J'ai vu, ouais. Et ça, en fait, les mélanger avec les gens qui ont l'habitude de voir le podcast. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une chaîne de podcast, La Chapelle Radio, et une chaîne Hugo Benz, tu vois ? Ça dépend si tu veux devenir un média ou pas. Je veux. Bon, tu restes sur ta chaîne. Donc toi, tu me dirais tout mettre sur la même chaîne ? En fait, on me dit des choses un peu... tout et son contraire en ce moment. Ou alors, si tu penses que les gens que tu as aujourd'hui sur ta chaîne ne sont pas les bonnes personnes pour le média que tu veux créer demain, tu peux recréer un autre truc from scratch. Ouais. Mais c'est que ça me fait chier, j'ai eu tellement de mal à atteindre 10 000, franchement. Ouais, mais les premiers 10 000, c'est les plus durs. Hein. Ah, il paraît. J'espère que les prochains seront un peu moins... Bon, abonnez-vous, merde. Ouais. Et puis voilà, et en audio, 5 étoiles, vous connaissez. En tout cas, merci à vous. Bonne journée, bonne nuit, on sait pas, bonne douche, bon run. Ouais. On vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut Hugo.